Hein? Quoi? Comment ça, j'ai compris? C'est en cours d'enregistrement. Bonjour, bonjour. Est-ce que tout le monde est là? On est parti en ligne. Bon, y a pas... nous sommes le mardi 8 juin, 18h. Oui, visiblement oui. 18h, oui, je suis, voilà, nous avons un co-animateur dont c'est plus le métier que moi, on est bien d'accord. Mais tu te débrouilles très bien. Donc voilà, Magloire. Alors, je vais faire les présentations avant de commencer donc, le webinaire. Donc, nous avons donc Magloire Delcros qui est chroniqueur. Bah, présente-toi. En fait. Oh là là, ça va être court. La télévision me passionne, donc effectivement, j'en produis et j'en anime. Et j'anime des émissions depuis 20 ans. Je viens de la mode et je serai sur scène l'année prochaine parce que j'ai mes premiers amours qui me titillent encore, c'est d'être donc sur scène. Et donc, je ferai un seul en scène autour de textes qui m'ont aidé à vivre. Voilà. Et qui parlent aussi d'un autre sujet du jour. Et puis, tu as fait aussi un court-métrage. Et on a réalisé, on va en parler tout à l'heure, un court-métrage qui s'appelle Grossophobia. C'est une action qu'on a menée avec Hélène Bidard de la mairie de Paris. Mais on va en reparler. Et donc, ce court-métrage vient d'être primé il y a quelques jours pour le festival du court-métrage de Paris. On est très fiers. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est Magloire. Ensuite, nous avons Gladys, Madame Gladys Syracuse. Alors, Gladys, elle est chargée de projet citoyenneté à la mairie de Puteaux. Est-ce que j'ai oublié de Dans un point d'accès aux droits. C'est parfait. C'est ça? Dans un point d'accès aux droits, oui. Et ce qui est très bien, parce que je pense que ça peut donner des idées à d'autres mairies, parce que l'idée est excellente, hein, quand même, un tout petit peu. Ensuite, nous avons le docteur, le magnifique docteur Antoine Épin, qui est médecin généraliste et qui n'arrête pas de se former sur notamment tout ce qui est obésité. Est-ce que j'ai tout bon, Antoine? Ça me va. Ça me va. Ensuite, nous avons le docteur Marc Groens. Est-ce que je ne t'ai pas écorché, Marc? Absolument pas. Merci à toi. Quel talent. Alors, Marc est psychiatre et en fait, on s'est rencontrés la première fois à la Haute Autorité de Santé sur des recommandations de bonnes pratiques. Et je me suis dit, tu te souviens? Et je me suis dit, ce psychiatre, quand même, c'est quelque chose. Donc, bah oui, parce que tu parlais et puis en fait, on a beaucoup échangé et c'était quand même super passionnant. Merci, ensuite, nous avons le professeur Jean-Luc Bouillot. Oui. Alors, le professeur Jean-Luc Bouillot, il est professeur en chirurgie digestive viscérale et plutôt bariatrique, c'est ça? Entre autres, je voudrais moi, que la chirurgie ne soit pas cantonnée qu'à la bariatrique et je pense qu'il faut être un tout petit peu plus large parce que la prise en charge, oui, mais la chirurgie reste une, à mon sens. Voilà. Et donc, effectivement, je fais entre autres de la chirurgie bariatrique. J'ai été longtemps à la science publique et je suis maintenant à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Super, merci. Et on devait également avoir le professeur Daniel Nizri, qui est président du PNNS4 et qui malheureusement ne sera pas des nôtres et il s'en excuse pour une triste nouvelle qui sont il a récupéré la présidence de la Ligue contre le cancer parce que vous savez que le Axel Kahn, effectivement, voilà, a quitté ses fonctions effectivement pour des questions de santé. Donc en fait, Daniel s'excuse, mais de ne pas être présent parce qu'effectivement, il récupère toutes les fonctions d'Axel Kahn. On va vous faire une petite page d'information du CNAO et on revient à vous pour entamer donc notre webinaire sur le poids de la discrimination. Et merci à nos partenaires. L'obésité, ça peut vouloir dire beaucoup. Ça peut être grave. Car l'obésité est une maladie. Mais vous pouvez agir en allant consulter votre médecin ou une équipe médicale et puis en prenant soin de vous avec plein de petites choses de tous les jours. L'obésité est une maladie qui se soigne. Pensez à vous. Prenez soin de vous.
Alors, nous sommes en direct, c'est vraiment le cas de le dire. Pour commencer, donc sur le sujet donc de poids de la discrimination, en fait, moi j'ai une question à vous poser qui, en fait, selon vous, en fonction du dictionnaire, ce que dit le dictionnaire sur effectivement la définition de la discrimination. La discrimination est le fait de distinguer et de traiter différemment quelqu'un ou un groupe par rapport au reste de la collectivité ou par rapport à une autre personne. À vos yeux, pour vous, que veut dire le mot discrimination, notamment sur la problématique de l'obésité? Alors, je vais peut-être commencer par toi, D'accord, Magloire. avec plaisir. Il se trouve qu'en 2016, Hélène Bidard, qui est chargée de la lutte contre les discriminations et l'égalité femmes-hommes, m'interpelle et on a commencé une action. Alors, rien à voir, politiquement parlant, avec la mairie, mais tout à voir aussi, avec la mairie de Paris. Et on a commencé une réflexion sur la discrimination, puisque, étant un personnage un petit peu public, les gens connaissant ma vie, et parfois trop de détails de ma vie, on ne m'a jamais reproché d'être noir, on ne m'a jamais reproché mon mode de vie. Mais en rentrant dans le hall de RTL, pour ne pas citer ma radio, ou cette radio-là à ce moment-là, un garçon que je connais très bien et qui n'est pourtant pas parfois dénué d'intelligence, me dit, ben, mon Edouard, dis donc, t'as encore bouffé le chien. Et quand il me dit ça, donc on est en 2016, je suis comme un petit garçon à qui on vient de donner une gifle injuste. Je ne parle pas de gifle à dessein aujourd'hui, mais je reste un petit peu perdu et sans voix. Et donc, c'est pour ça que cette action a été menée assez justement et assez finement par Hélène Bidard et son cabinet, ce qui a fait que nous avons fait entrer le mot grossophobie parce que l'on ne peut, les choses n'existent que si elles sont nommées et que la définition de la discrimination que tu viens de donner, Anne-Sophie, ne nous suffisait plus et ne suffisait plus à beaucoup de mes proches ou éloignés ou gens qui m'écrivent lorsqu'ils sont victimes de cette discrimination-là. Je ne parle pas aussi pour moi, mais je ne parle pas que pour moi. Je pense à Marie-Hélène, qui est une fille du 18e, qui ne sort plus de chez elle, qui ne travaille plus, qui n'a pas emmené ses enfants à l'école depuis 4 ans. Je parle à toutes ces non-voix, à toutes celles qui n'ont pas de porte-parole ou de mégaphone pour dire ça suffit, au secours. Donc je me dis que s'il y a moi qui ai ce statut parfois un petit peu privilégié dans le respect, on préfère me traiter de gros si je rate un feu rouge, je me dis qu'il y a un problème. Donc voilà, c'est pour ça que on a commencé cette lutte, ce travail, d'où ma rencontre avec Anne-Sophie, d'où ce spot auquel j'avais envie de participer. Voilà, donc c'est une lutte de tous les jours et de chaque instant, et je pense et j'espère et j'aimerais qu'on puisse réaborder aussi le sujet tout à l'heure, aussi avec vous autres médecins, je pense à vous, docteur Antoine Epin, parce que vous êtes généraliste et que vous voyez les gens de tous les jours, et vous, professeur, qui est spécialisé aussi dans le gastro et dans la bariatrique, on a aussi des problèmes, et je parle surtout des femmes, notamment en gynécologie, où on a quand même des médecins qui sont particulièrement barbares, peu informés, stupides ou dangereux. Pardon de le dire comme ça en préambule. Voilà. Alors, excellente transition pour donner la main à Antoine. Alors, oui. Voilà. Sur la question de la discrimination, de toute façon, ça se rapporte en fait à faire les frais de préjugés. C'est-à-dire que en fait, c'est des étiquettes qui sont collées avec différents termes qui sont mis dessus. Donc en fait, la personne obèse dans les préjugés dont elle est victime, c'est des préjugés qui sont liés au poids et à la corpulence trop forte. Donc on va avoir le patient qui est atteint d'obésité est souvent jugé comme feignant, qui va être peu discipliné dans ses traitements, il va avoir tendance à être aussi jugé moins intelligent. Ça, c'est ce que les préjugés portent. Et c'est réel qu'il y a ce type de problème dans toute la société. Malheureusement, les médecins, on est aussi êtres humains et on a le problème aussi de devoir gérer cette humanité dans tous les sens, c'est-à-dire en tant que médecin et aussi en tant qu'individu. Le rôle est difficile
trouver le bon point d'équilibre n'est pas forcément simple. Et puis, il y a aussi une certaine forme d'inconscience, parce que le problème des préjugés, c'est qu'on peut les avoir consciemment ou on peut les avoir inconsciemment. Et donc, la discrimination, elle est aussi faite par des regards, elle est aussi faite par du matériel qui va être très indélicat. Les chaises à accoudoir, par exemple, ou le brassard qui ne va pas être de la bonne taille, ou effectivement la table de gynécologie qui ne va pas supporter le poids. C'est certain qu'on a ce type de problème et là-dessus, on ne peut en être que dérangé. Mais il faut qu'on travaille dessus et c'est notre rôle aussi de nous adapter et puis d'être plus inclusif. Voilà. Professeur Bouillot, vous, effectivement, vous croisez beaucoup de patients également. Comment ça se passe de votre côté? Je pense qu'on ne se comporte pas, on n'a pas tout à fait la même approche lorsqu'on est dans la vie publique, la vie courante, et effectivement on parle de chaises, de dossiers. J'ai quelqu'un de très proche de moi qui est obèse et je vois au quotidien quand même les difficultés qu'il peut y avoir à vivre au quotidien. Hein. Ne serait-ce qu'il vient dîner chez vous, il faut que vous pensiez à comment on va l'asseoir. Et donc c'est des choses au quotidien auxquelles on ne pense pas spontanément, mais quand on est confronté de près à quelqu'un qui est obèse, on y pense. Mais dans le monde médical, il y a des préjugés, mais il y a des choses aussi quand même qui sont vraies. C'est-à-dire que faire des frottis chez une femme très obèse pour un gynécologue, ce n'est pas toujours très facile. Moi, j'ai souvenir des coloscopies chez des patients obèses et on se trompe par exemple sur la longueur où est-ce que se trouve une lésion parce que, compte tenu de l'obésité, quand on rentre le coloscope, ce n'est pas tout à fait à la même taille. Les anesthésies, c'est quand même dangereux de temps en temps de faire l'anesthésie. Et donc, il y a certes des préjugés, mais il y a quand même de la réalité dans la difficulté à la prise en charge médicale, chirurgicale, réanimation des patients obèses. Et donc, les préjugés sont très forts, mais il y a quelques petites choses. Les soignants, par exemple, on a vu à l'occasion de l'infection Covid qu'il y a beaucoup de patients obèses en réanimation parce qu'il y a des Covid graves, mais que la gestion de ces patients obèses en réanimation nécessitait beaucoup de personnel, par exemple, pour les retourner, parce que vous savez qu'on les met sur le ventre pour faciliter la respiration. Et donc, il faut beaucoup de personnel. Mettre une perfusion chez un patient obèse, c'est plus compliqué pour tout le monde. Donc, il y a beaucoup de préjugés et il y en a un tout petit peu d'un sur le plan médical qui peut s'expliquer parce que cette prise en charge est un peu plus difficile que pour d'autres patients. Et donc, on ne peut pas négliger ce côté-là, même si, effectivement, il y a beaucoup de préjugés. Je peux en parler plus longuement si vous le souhaitez. Ok. Marc, toi, en tant que psychiatre? Merci de me donner l'occasion de dire que c'est presque un problème connu en psychiatrie. Je vais parler par analogie. Les maladies mentales, c'est la deuxième cause de maladie dans le monde pour l'OMS. Et la peur des maladies mentales engendre ce que j'ai vécu depuis que je m'occupe de surpoids, d'obésité, engendre tout à fait quelque chose de similaire. Et je dois dire que le phénomène de fond est en fait la méconnaissance. Il y a un réel problème, tant chez nous comme médecins, que dans le grand public, des difficultés que rencontre quelqu'un qui est en surpoids au quotidien ou même dans sa représentation de lui en tant qu'image mentale et des difficultés qu'il a à se percevoir, à se mouvoir, qui sont accentuées par cette méconnaissance du public. En fait, c'est un peu comme si on n'avait pas l'expérience de la vie de l'autre et qu'il était impossible de se l'approprier. Et là, je pense qu'il y a vraiment, comme vous le faites au CNAO, et je t'en remercie, c'est cette information et cette diffusion au quotidien du vécu des gens et des difficultés qu'ils rencontrent. Et je pense que cet aspect bienveillant doit s'apprendre très tôt à l'école, puis plus tard à la faculté et sur le lieu de travail, en disant que cet autre qui est à côté de moi, qui est un peu différent, en fait, c'est un être humain comme moi qui a à peu près les mêmes, mais qui a plus de difficultés à se mouvoir, qui se fatigue un peu plus vite, qui parfois vit mal, qui ne puisse pas aller aussi vite que moi dans les escaliers. Voilà, je dirais ça comme ça. Je pense qu'il y a un grand problème de méconnaissance et que, je dirais, les pouvoirs publics ne mettent pas l'accent
sur l'apprentissage, l'information et la diffusion de tous ces éléments, au plus tôt et très tôt dans la vie. Je pense que c'est vraiment pour moi un point clé. Après, les professionnels à la fac de médecine, puisqu'on parle de nous, c'est vrai que nos charmants professeurs pourraient être un peu plus attentifs à parler des différences dans la population qui entraînent des vécus différenciés pour les différents publics. Ça, c'est vrai. C'est l'aspect sociologique et psychologique qui est peut-être, faute de temps, pas assez abordé. Je parle pour les professionnels là. Voilà ce que j'en dirais. Alors, tu as soulevé un point qui me donne aussi une excellente transition pour Gladys. C'est qu'effectivement, tu parles de l'information et de la bienveillance dès le plus jeune âge et à plein de niveaux. Après, effectivement, dans les études et notamment, je pense aussi dans les études de médecine. Mais on y reviendra avec Antoine, parce qu'Antoine a fait des recherches là-dessus. Gladys, toi, à ton niveau, effectivement, nous, quand on s'était rencontrés, c'était dans le super camion qu'on utilise pour les journées mondiales de l'obésité, hors période Covid, évidemment. Et en fait, tu fais des ateliers avec les jeunes. Est-ce que tu peux nous en parler ? Exactement. En fait, l'objectif, du coup, de travailler justement avec les jeunes et de leur faire prendre conscience de toutes les différences qu'on a chacun, mais qui nous permettent effectivement de vivre ensemble. Donc, l'idée, c'est de parler, entre autres, en lien avec les discriminations, de leur faire comprendre que déjà, les discriminations, il y en a plusieurs, parce que très souvent, eux, ils s'arrêtent, j'allais dire, à celles qui sont visibles, mais il y en a d'autres. Et de leur faire prendre conscience que chacun, on a tous un rôle à jouer, effectivement, dès le plus jeune âge, contre ces discriminations. Donc, on essaye d'arriver sur un support un peu plus ludique et interactif pour qu'ils puissent comprendre, puisqu'on commence de l'élémentaire jusqu'au lycée. Donc, on adapte bien évidemment nos supports. Et du coup, chacun prend conscience qu'à sa hauteur, on peut faire évoluer les choses. Donc, voilà, entre autres, beaucoup sur les préjugés, les stéréotypes, ce qui leur permet effectivement, avec les élémentaires, quand on avait travaillé ensemble, de comprendre que voilà, mon copain est différent, on n'a pas les mêmes yeux, on n'a pas les mêmes cheveux, on n'a pas le même corps, et ça ne m'empêche pas de vivre avec lui en toute bienveillance. Moi, j'avais beaucoup aimé lorsque tu étais venu dans le camion avec les jeunes, parce qu'en fait, ils avaient un regard. Moi, je me souviens de la posture qu'ils avaient en rentrant dans le camion, et l'attitude qu'ils avaient une fois qu'ils sortaient du camion. Et c'était flagrant parce qu'ils disaient mais merci, parce qu'en fait, on a appris plein de choses. Et en fait, ça a changé énormément le regard. Et c'était des limites, on avait le droit à des câlins. Donc, moi, j'avais trouvé ça génial. Et c'était magique parce qu'effectivement, tu le dis très justement, c'est la méconnaissance. On est sur des problématiques de méconnaissance. Et alors là, pour le coup, je ne sais pas si, parce que pour tout vous dire, Marc était en train de conduire parce qu'il était alors il ne regardait pas la caméra, mais il était bloqué dans un embouteillage sur le périphérique. Donc bon, on reviendra avec Marc tout à l'heure. Antoine, toi sur le sujet, parce qu'effectivement, nous pareil, on s'est rencontrés dans la formation que fait le professeur Jean-Michel Hopper à la Sorbonne. Sur effectivement concernant la problématique de l'obésité, et toi tu es en DU sur le sujet. J'ai envie de dire ton regard, mais tu avais déjà un regard très aiguisé, je pense, depuis très très longtemps. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je développe particulièrement, en fait? En fait, c'était ton regard sur la problématique. Alors là, on est sur l'obésité, mais sur la problématique de l'obésité. Et puis, en fait, durant ton cursus d'école de médecine et puis ton DU. Alors, moi, j'ai un antécédent supplémentaire, c'est qu'avant, je suis passé par les études de sage-femme aussi. Donc, sur la sphère de la gynécologie, j'ai un petit mot à dire là-dessus. C'est vrai que l'accouchement d'une femme qui a un poids certain est beaucoup plus compliqué dans certaines conditions, qu'on remet en cause même l'accouchement naturel et on va peut-être favoriser aussi certaines fois les césariennes. L'accompagnement est aussi pas le même parce que
être enceinte et avoir une obésité, c'est très, très dur à gérer dans la tête des femmes parce que leur maternité n'est pas exprimée de la même manière. Elles ont le sentiment que ou elles paraissent juste plus grosses, ou qu'on ne les voit pas en mère en devenir, et qu'il y a quelque chose qui leur est volé de ce point de vue-là. Donc déjà, c'est très marquant quand on passe du temps avec dans le contexte de la maternité et de l'obésité, où on voit qu'il y a aussi quelque chose de très difficile à gérer. Aussi un accouchement voix basse qui va se passer dans une salle de bloc parce que la table est la seule qui peut supporter. Il y a un traitement différencié, donc fatalement, c'est moins bien accepté aussi. Et puis après, il y a toutes les problématiques de l'allaitement avec la poitrine qui gonfle encore plus que ce qu'il y avait, et puis l'inconfort de tenir un enfant et de se sentir maladroit. Et puis les positions qui sont habituellement faites avec un coussin d'allaitement, et là, positionner le coussin sur un corps qui n'est pas adapté de la même manière, ça pose problème aussi pour ce genre de choses. Donc effectivement, sur le contexte de la gynécologie et de la prévention aussi des problèmes de cancer, parce qu'on parlait de la Ligue tout à l'heure, on sait que les études montrent que le traitement est différencié chez les femmes qui ont une obésité. On va avoir un sous-diagnostic de cancer du sein, un sous-diagnostic de cancer du col de l'utérus, du fait du problème majeur des préjugés qui est un vécu au fur et à mesure de la vie de plus en plus difficile avec le monde médical. Alors certes, je suis tout à fait d'accord avec vous, professeur Bouillot, on rencontre des difficultés avec les patients. Il ne faut pas oublier non plus que les patients rencontrent des difficultés avec nous et la somme des médecins qu'ils fréquentent, et que de passage en passage, d'expériences difficiles chez le dentiste, il n'y aura pas le fauteuil, puis chez le gynéco, puis en fait, on va accumuler peut-être des ressentis négatifs chez les patients qui vont se déconnecter, et ça c'est prouvé, les études américaines l'ont bien spécifié. On a une déconnexion des patients avec le monde médical du fait d'un sentiment de rejet. Et en fait, je pense que, en plus de la méconnaissance, je dirais qu'il y a aussi une grosse incompréhension. Parce que chez les patients, il y a des attentes, chez les médecins, il y en a aussi, et les difficultés des uns et des autres ne sont peut-être pas assez claires de chaque côté. Par exemple, le patient, il va arriver, il va être transpirant, il va pourtant avoir passé du temps à avoir une hygiène irréprochable, et puis le médecin, il va faire, bah oui, mais bon, là, vous voyez, vous avez des mycoses sous les plis. S'il n'est pas au courant des spécificités qui sont liées à la pathologie et de la grande difficulté qu'il y a à monter un étage avec l'équivalent d'un sac de ciment sur le dos, oui, on transpire. Là, c'est pareil quand on a ce type de poids. Oui. Je te coupe parce que alors évidemment, on est complètement raccord avec toi. Moi, je voudrais mettre le point sur une chose. Ouais. C'est que on faisait effectivement le parallèle avec la problématique lorsque tu es enceinte, que tu es une femme et que tu as déjà une obésité. Moi, je ne vous cache pas que les petites réflexions bien cinglantes que j'ai pu entendre du style « mais faut être fou pour vouloir désirer avoir un enfant alors qu'elle est déjà obèse, qu'est-ce qu'elle va donner à son gamin ?» Alors qu'en fait, c'est se demander si effectivement les gens savaient que j'étais potentiellement pas sourde et qu'éventuellement je pouvais entendre ou c'était fait pour que j'entende, enfin, etc. Enfin, voilà, ça laisse des sous-entendus qui sont juste horribles à entendre. Et là, on se dit, je suis dans un système de santé. Je vais pour me faire suivre pour une grossesse. Et là, on m'a dit, est-ce que vous êtes encore enceinte ? Et en fait, ce n'était pas dit de façon verbale. C'était que ma gynéco me regardait en disant, mais… Et là, je me suis dit, et je la frappe à quel moment ? Je la frappe à quel moment ? Comment peut-on dire, comment peut-on essayer de soulever des choses ? C'est encore plus discriminant, si vous voulez. Je parle dans… Excusez-moi, c'est un peu les tripes qui s'y collent là. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, c'est la température. Mais en fait, on se dit, le moment d'une grossesse
avec l'attente d'un enfant qu'on désire, sur lequel effectivement, me concernant, j'avais 43 ans, j'étais évidemment vieille, j'étais évidemment obèse, j'étais multi-opérée, c'était compliqué. Ce bébé était inespéré et en fait, je me suis pris des bâtons dans les roues systématiquement à plein de moments d'étapes de ma grossesse. Et on m'a dit, mais vous savez, quand je suis arrivée à l'hôpital, donc j'ai pris un hôpital classé 2B, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à 3. L'idée, c'était qu'il puisse avoir l'AREA, etc. en cas de problème. Ça, j'étais hyper consciente. Et qu'on me dise, mais Madame Joly, on ne veut pas de vous dans notre établissement. J'en ai encore des frissons. Je vous en parle. J'ai la chair de poule. Je me suis dit, mais comment peut-on dire ça? Comment peut-on dire ça? Et effectivement, j'ai été suivie par la sage-femme du chef de service et elle me dit à un moment donné, je vais devoir vous remettre dans les mains d'un médecin. J'ai dit, écoutez-moi bien, les relations se passent bien entre nous. Là, j'attends un bébé. Je veux faire en sorte que ces relations durent le plus longtemps possible. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne veux voir aucun médecin. Dès l'instant où il y aura nécessité d'un médecin, je le verrai. Mais en attendant, vous n'allez pas me coller du stress à un moment de ma vie où j'en ai pas besoin. Et effectivement, ça a été compliqué parce que les relations étaient compliquées. Après, la problématique, effectivement, technique, je l'entends parfaitement. Et lorsqu'effectivement, on a fait une césarienne, excusez-moi, je parle de moi, mais c'est du vécu. Lorsqu'on a fait une césarienne parce que j'étais à risque de prééclampsie, parce que le bébé était en siège toute la grossesse et qu'on a bien fait de faire une césarienne parce qu'il avait 3 fois le cordon autour du cou, j'ai dit sur la table de bloc, j'ai dit aux anesthésistes, dites-moi ce que je peux faire pour vous aider. Et en fait, on a travaillé de concert, elle et moi, sur exactement ce dont elle avait besoin comme information. Une fois que j'avais fini d'accoucher, elles se sont retournées toutes les deux de chaque côté et elles m'ont dit, des patientes comme vous, on en veut tous les jours parce que vous nous avez aidés. Et là, je pense qu'il y a 2 choses qui doivent être mises en lumière. C'est les relations patient-médecin qui sont capitales pour pouvoir avancer sur ce que nous, on ressent, comment on voit les choses et on doit pouvoir vous aider. Et de l'autre côté, vous, en tant que soignant, il faut que vous nous impliquiez dans ces soins. Donc, oui, je te laisse la parole. Excuse-moi, je parle trop et je m'emballe. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Anne-Sophie. La seule chose qu'il y a aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas patient gentil, médecin méchant. Et effectivement, le suivi gynécologique, il nécessite une surveillance médicalisée dans le cadre de l'obésité et de la grossesse. Et en général, on fait ça de manière conjointe et jusqu'au bout avec les sages-femmes et les gynécos. Et ça se passe plutôt bien parce qu'on sait l'importance du lien aussi. Donc là, il y a peut-être eu un hic, je ne sais pas. En revanche, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la projection des patients sur les soignants obèses, atteints d'obésité, parce que, en fait, si tu veux, un nutritionniste qui va être gros, il y a des études américaines qui ont montré qu'on ne l'écoutait pas. Un infirmier qui est gros, il ne sait pas piquer. Et en fait, quand il y a ce problème, il est aussi en miroir et les patients qui sont en surpoids et en obésité considèrent aussi leur médecin de manière très négative si leur poids ne leur convient pas. Et c'est là où la discrimination devient de la stigmatisation, c'est-à-dire qu'on a aussi le problème que ce rejet de la corpulence est aussi intégré à un moment, intériorisé. Et on projette une haine de soi et une haine de l'autre par rapport à ce critère. Et ça, c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Et on ne peut pas non plus… on reste humain, ça je suis d'accord avec, quand même, avec le professeur Bouillot. On est obligé en tant que médecin d'avoir une rigueur et de tenir compte de difficultés. Et après, oui, il y a des choses sur lesquelles il y a une amélioration à faire, mais je pense que, comme dans beaucoup de choses dans le monde, les voiles se lèvent petit à petit et on prend conscience et on fait preuve d'un peu moins de méconnaissance. Cette incompréhension, c'est vraiment un cœur, parce que le patient, il veut
pas forcément accepter qu'il y a des conséquences somatiques qui existent, c'est-à-dire biologiquement, l'obésité génère aussi de l'inflammation ou des besoins en anesthésie ou des choses, que la maladie peut s'aggraver. Ça, ils n'ont pas forcément envie non plus de l'entendre, qu'on va avoir aussi un set point, c'est-à-dire à un moment, le poids est dépassé et puis le corps ne voudra pas revenir en arrière forcément. Et que le traitement miracle, pour le moment, on ne l'a pas. Et quand on a des réponses… Comment ? On ne l'aura jamais, ce traitement miracle. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas devin. Alors justement, excuse-moi Antoine, professeur Bouillot, par rapport à votre expérience et tout ce qu'on vient de dire, vous avez comment dire, acquis une expérience sur l'évolution de ce sujet-là, entre autres. Comment vous voyez les choses ? J'ai entendu citer le mot de haine. Je crois vraiment qu'on n'en est quand même pas à la haine. Hein. Il y a quand même beaucoup de maladresse des uns et des autres parce que les patients obèses, ça fait peur hein, quand même. Ça fait peur aux médecins parce que c'est quand même plus difficile. Je ne veux pas revenir sur ce que je disais. Même pour nous chirurgiens, l'obésité, opérer un patient obèse, c'est plus compliqué, il y a plus de complications, les résultats sont moins bons, il y a un certain nombre de choses comme ça. Donc, les patients peuvent de temps en temps se sentir discriminés. On prend par exemple l'arthrose de la hanche. Donc, les patients, quand ils ont 50 ans et qu'ils ont porté effectivement un sac de ciment sur le dos pendant 30-40 ans, on comprend bien que les articulations, les cartilages soient usés et qu'on a besoin de se faire poser une prothèse totale de hanche. Et ils vont voir donc des chirurgiens orthopédistes qui leur disent « je ne vous opérerai pas tant que vous pèserez 30 kilos ». Et alors, ils prennent ça comme une attaque. Et en fait, ce n'est pas une attaque, c'est parce que si on met une prothèse totale à des gens qui pèsent 130 kilos, l'os, les cartilages vont s'user très rapidement et ça va être rapidement pire qu'avant. Et donc, on demande aux patients. Et donc, il y a cette incompréhension de temps en temps mutuelle qui est, comme il a été dit précédemment, qui est de la méconnaissance, en fait. Oui, mais alors, professeur, je vous coupe. Ce que vous venez de dire, c'est exactement ce que nous, on a besoin d'entendre. C'est-à-dire pourquoi il faut perdre du poids et quelles vont être les conséquences de la perte de poids ou de la non-perte de poids sur le traitement. C'est nous, on a besoin du déroulé total, en fait. Par exemple, alors sur le problème orthopédique, c'est quand même un problème fréquent, mais c'est également vrai pour une petite, par exemple, les patients qui ont du diabète pendant longtemps, ils vont avoir une insuffisance rénale au bout d'un petit moment, et puis une insuffisance rénale terminale qui justifiera peut-être une transplantation rénale, et ils iront voir des chirurgiens pour une transplantation qui leur diront on ne vous transplante pas tant que vous êtes à tant de poids. Et pourquoi ? C'est parce que scientifiquement, les résultats de la transplantation sont beaucoup moins bons chez des patients obèses que chez les patients qui ont perdu du poids. Et donc, on leur dit, vous perdez du poids d'abord. Et les patients, ils disent, mais j'ai déjà essayé, j'y arrive plus. Et donc, on est à un moment dans une espèce de cercle vicieux. Et les patients, je pense qu'ils ont besoin de trouver l'interlocuteur qui va comprendre, qui va savoir gérer la pathologie, l'ensemble des troubles, orientés vers tel ou tel spécialiste d'organes. Et en fait, en France, on manque de ces spécialistes-là. Les médecins généralistes, je crois qu'ils ne connaissent pas bien ou pas très bien, etc. Et pourtant, les spécialistes en nutrition, les médecins spécialistes de nutrition, il y en a très peu, en fait. Et on en forme très peu toujours en France, alors qu'il y a quand même plusieurs millions d'obèses en France. Et ce n'est toujours pas enseigné à la faculté, ou 2 heures sur l'obésité, la prise en charge, le côté, alors que c'est quand même plusieurs millions de personnes en France, quoi. Et donc, il y a un décalage, et ce décalage explique après ça cette méconnaissance. Si vous me donnez 2 minutes, bien sûr. Moi, je ne connaissais pas l'obésité, hein. Je suis comme tout le monde et j'avais beaucoup de préjugés. Ce n'était pas de la discrimination, c'était des préjugés. Et ces préjugés, on les fait sauter, on les oublie une fois qu'on est confronté pour de vrai aux patients, auprès d'eux, qu'on les écoute et qu'on entend beaucoup, beaucoup de souffrances. Moi, combien de fois j'ai vu des patients pleurer en consultation alors qu'on se dit ils ont l'air jovial, ils ont l'air heureux, mais il y a beaucoup de souffrance derrière et ils ont vécu, effectivement, comme ça a été dit, beaucoup de traumatismes. Mais j'ai changé un moment d'hôpital, du fait de mutations, etc. Et donc, je suis dans le nouvel hôpital où j'ai été amené à travailler, j'y allais notamment pour faire de la chirurgie de l'obésité, la chirurgie bariatrique. Et donc, mon arrivée a été jugée à un moment
pas par les instances, mais par le personnel au quotidien, comme un peu une catastrophe qui allait leur arriver d'un seul coup. Il y allait y avoir plein d'obèses, avec tout ce que ça comporte de préjugés, de trucs, de difficultés à gérer, de lourdeur, les patients ne sont pas sympas, voilà, tous ces préjugés. Et on a fait des réunions d'information, mais ça n'a pas suffi. Et en fait, c'est la vue, la prise en charge au quotidien des patients, de voir que finalement, ces patients-là, ils ont un tonus dingue, quoi. Il n'y a personne qui peut vivre 30 ans avec 1 ou 2 kilos de ciment sur le dos. Moi, je suis suffoqué. C'est pour moi incompréhensible comment on fait. Et d'ailleurs, une fois qu'on les a opérés et qu'on leur dit, on vous remet un sac sur le dos, ils me disent, mais jamais, mais comment j'ai pu faire? Et donc, au quotidien, petit à petit, en voyant que ces patients, finalement, ils sont souvent jeunes, ils ont du tonus, ils sont plus courageux que les patients lambda, ils se lèvent le lendemain des opérations, ils ont des suites simples, etc. Et de voir qu'on leur redonne de la vie et que ce n'est pas des patients tout mous, sans volonté, sans tous les préjugés habituels de l'ensemble de la population, que ce n'est pas du tout comme ça. Ils ont fait déjà 20 ans d'un parcours pour essayer de perdre du poids, ils n'ont pas réussi. Et pourtant, ils en ont fait des efforts bien plus que les gens maigres qui sont maigres, et ben c'est comme ça. Et donc, c'est cette vue au quotidien qui a changé complètement l'esprit de tout l'ensemble du personnel et qui a dit, au bout de quelques mois, c'est super, s'occuper des obèses, c'est bien plus plaisant et ça apporte plus enrichissant que de s'occuper, enfin j'exagère un peu, d'un cancer du pancréas à qui on va faire, nous chirurgiens, une belle opération, mais 1 an, 2 ans après, peut-être il sera décédé, alors que là, on redonne de la vie à des patients pour les 30 ans qui viennent, les 40 ans, et c'est super, et tout le monde a trouvé. On a vraiment l'impression de remettre les gens dans la vie familiale, la vie amicale, la vie professionnelle, la vie sexuelle. Et c'est c'était super. Hein. Moi, j'ai trouvé ça super. Et j'ai bien aimé ce contraste avant de venir et au bout d'1 ou 2 ans en disant, mais oui, c'est vrai. Et tout ça parce que ça s'est passé par la connaissance en fait, de ce que c'était qu'un obèse, toute sa souffrance et tous ses espoirs qu'il met dans une vie meilleure, quoi. Formidable. Formidable, professeur et docteur Epin aussi. Vous redonnez de l'espoir aux patients que je suis, qui, Anne-Sophie connaît mon parcours médical qui est un peu compliqué en ce moment. C'est effectivement ce manque de prise en charge en globalité. Et c'est pour ça aussi, alors là, tout à fait à titre personnel, et je le remercie, et peut-être je demande pardon, que Anne-Sophie est mon conseil parce qu'elle a su me diriger vers des gens qui prenaient mon problème en globalité, y compris quand je faisais 198 kilos, ce qui n'est plus le cas, d'où cette montre tranquillement, parce qu'on arrive à trouver des solutions. Je me réfère aux témoignages que je reçois depuis 3 ou 4 ans, et ils sont terribles. J'ai des choses qui ressemblent aux témoignages que nous donnait tout à l'heure Anne-Sophie. C'est pour ça que je manque, moi, d'optimisme, pardon, docteur Epin, sur la prise en charge notamment de vos chers collègues généralistes et puis de vos collègues en gynécologie, parce que il y a effectivement, comme vous le disiez, professeur, comme vous le disiez aussi, docteur Epin, beaucoup de souffrances que j'ai pu partager aussi, y compris chez des spécialistes en nutrition dans l'Est de la France. Rien que d'y penser, j'ai des frissons moi aussi. Donc c'est vrai que la solution, c'est la vôtre, professeur, c'est la vôtre, docteur Epin, c'est une prise en charge globale et une connaissance du problème en globalité. Et je pense qu'effectivement, comme pour l'apprentissage et surtout l'apprentissage du problème et l'acceptation du problème, ça se prend dès l'âge de l'école ou dès les classes les plus jeunes. Ça s'attrape vraiment et ça peut se faire avec vos chers collègues, vos futurs collègues, dès la fac bien sûr, et dans les premières années. Voilà. Juste pour compléter une chose, je pense qu'il y a du côté des praticiens, en fait, par rapport à l'obésité, on se retrouve dans le même piège que les patients, c'est-à-dire l'insatisfaction personnelle de la réussite à atteindre un but. Je parle plutôt du côté de la médecine générale. En général, les patients, on essaye d'être attentif à leur bien-être, aussi à leur évolution corporelle. On va essayer d'aborder la question du poids,
je l'espère, le plus décemment possible. Après, quand vient la question de l'interrogation et les premières mesures à mettre en place, ça ne fonctionne pas toujours. C'est-à-dire qu'il y a aussi des difficultés à savoir transmettre les informations, à être suffisamment délicat et en même temps suffisamment compétent pour que la personne comprenne ce que ça implique que d'être en surpoids ou en obésité. Et on tombe aussi sur des écueils. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on a 50 patients qui sont en surpoids et qu'on voit que ça augmente, que ça augmente, que ça augmente, et qu'on n'a pas de satisfaction par rapport à ça parce que ou on n'est pas formé, ou on n'a pas les bonnes façons de faire, oui, il y a une insatisfaction, mais la même que le patient qui tente un régime et qui reprend son poids. Donc, je pense que l'obésité, c'est ça, c'est une insatisfaction. Je crois que et ça c'est notre psychiatre qui pourrait nous le dire ou nous le définir, mais je crois que le patient obèse et le médecin face à l'obésité de son patient partagent quelque chose, c'est la culpabilité. La culpabilité pour l'un, le praticien, de ne pas savoir s'il va pouvoir agir dans de bonnes conditions, et le patient qui lui est coupable souvent de son obésité et surtout devant un médecin. Voilà. Pas coupable. Je ne sais pas si Antoine, parce que je l'ai vu apparaître tout à l'heure, Antoine, n'hésite pas à faire signe dès que tu es de nouveau visible. Non, c'est Marc. Antoine, excuse-moi, Marc. Oui. Marc, pardon. Et je yoyote, c'est les températures. Si je reprends sur ce que vous disiez, ah bah voilà, on a récupéré Antoine, Marc. Je ne sais pas si tu avais entendu la question, Marc. Tu n'as pas le son, par contre. Alors, oui, Voilà. J'ai parfaitement entendu la question et je trouve que les réponses étaient très riches. Le principal problème, j'insisterai là-dessus, c'est la notion de méconnaissance et l'information qu'il nous faut tous apprendre et partager. Alors d'accord, la prise en charge est globale, je crois qu'il faut le redire. L'esprit et le corps sont indissociables et je trouve que c'est vraiment un abord humaniste de la chose. Hein. Et je resterai là-dedans. Et ça s'apprend tout petit, l'humanité. Et c'est pour ça qu'il faut être modeste avec ça. Ça concerne tout le monde, l'humanité. C'est comment on a nos relations avec l'autre. Et l'autre est forcément différent. Il ne faut pas se la raconter. Même dans le bac à sable, on est différent. Hein. Donc c'est là-dessus, et j'insiste sur le rôle des proches, des parents, combien c'est important, parce que leurs paroles, elles portent. Elles portent. Hein. Moi, quand j'étais enfant, j'avais des copains qui étaient gros, donc ça commence là, ça commence petit. Les emmerdes commencent petit. C'est ça. Et puis les bonnes choses commencent petit aussi, quand on est petit. Les copains disent, bah, c'est pas grave, tu viens quand même avec nous. Hein, tu joues au foot avec nous, quoi. Bah, évidemment, ils te mettent dans les buts, mais tu joues quand même, quoi. Et c'est ça qui compte. C'est un message d'espoir, mais encore une fois, j'insiste, c'est au pouvoir public de mettre la patate là-dessus. Hein, alors, tout le monde est de bonne volonté, ce que j'entends, les soignants, le public, bien sûr, mais les leviers, les outils sont beaucoup détenus par les pouvoirs publics. Alors, je te suis là-dessus. Alors, question sur laquelle j'aimerais que tu interviennes en premier, et puis après, effectivement, tous les intervenants, j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet-là. Pour vous, à l'heure actuelle, au vu des connaissances que nous avons, quelles seraient les choses qui seraient très pratico-pratiques, avec des effets qui seraient sur du court, moyen et du long terme, à mettre en place pour faire évoluer les choses? Alors, un des éléments qui me paraît essentiel, c'est l'apprentissage de la notion de bonne santé dès le plus tendre âge, dès l'école. Qu'est-ce que c'est que la santé? Qu'est-ce que c'est être en bonne santé? Comment on fait pour le rester, pour revenir à une bonne santé? Parce qu'à partir du moment où on touche au concept général, tout ce qui est de la diversité en découle. Donc, on voit bien qu'on est différent. Il y a celui qui va être diabétique, il y a celui qui a d'autres soucis. Et voilà, si tu veux, du coup, le surpoids, c'est un élément. Et à partir du moment où, comme on le fait aujourd'hui, on stigmatise le gros, lorsqu'on est petit, qu'on apprend que
dans l'école, il y a forcément des enfants qui sont plus épais que d'autres. Je pense que c'est la clé pour la tolérance et aussi l'entraide mutuelle. Et ça, je pense que c'est au ministère de l'Éducation nationale de faire un réel effort. Parce que le personnel de santé dans l'éducation nationale avec qui je travaille est tout à fait d'accord pour faire les éléments de prévention et d'éducation. Seulement, l'infirmière scolaire, elle est paumée toute seule. Hein. Elle se trimballe sur la semaine dans 7 bahuts différents. Donc, comment elle fait? Le médecin scolaire, il est tout seul aussi. Il a la moitié ou le quart d'un département à gérer. Comment il fait? Il ne peut pas faire la mission de prévention. Et ça, je pense, pour moi, c'est aujourd'hui apprendre à nos enfants comment se comporter vis-à-vis d'eux et vis-à-vis des autres. De là, on découle beaucoup de choses, y compris, je dirais, la bienveillance pour les personnes âgées. Il y a beaucoup de choses qui découlent de cette notion d'apprendre à gérer sa santé et à être bienveillant avec les autres. Pour moi, c'est ça les outils. C'est un peu généraliste, mais je pense qu'il vaut mieux être assez large, si j'ose dire, assez généraliste, pour ne pas restigmatiser une partie de la population. Pour toi, Gladys, tu dirais quoi pour faire suite à ce que disait Marc? Oui, je pense que je reprends un petit peu, et c'est ce qu'on met en place, nous, depuis un certain nombre d'années, sur le fait de vivre ensemble. Et en fait, on commence déjà dès l'élémentaire à leur faire prendre conscience de toutes ces différences et de pouvoir effectivement vivre ensemble malgré les différences des uns et des autres, et qu'on est tous uniques. Donc, je pense que vraiment, il faut vraiment axer sur le côté sensibilisation dès le plus jeune âge, et continuer d'ailleurs, parce que ce n'est pas que petit, continuer sur les différents cycles et avec tous les publics, justement, en faisant des actions, j'allais dire, ponctuelles, parfois, effectivement, pour sensibiliser sur le sujet. Donc, pour moi, je verrais beaucoup de sensibilisation dès le plus jeune âge et de continuer à ancrer, en fait, ce comportement positif au fur et à mesure des années. Alors, je t'entends, et en fait, je suis en train de penser à des choses que j'ai pareil, sur du vécu, et sur des choses qui m'ont été remontées également concernant les crèches. Parce que ça peut également commencer vis-à-vis des crèches, et je repense au discours d'une maman qui me disait, lorsque j'emmenais mon fils à la crèche, un jour, j'étais en train de le déshabiller. Il était en première année de crèche, donc c'était un microbus, mon doudou. Et elle me disait, je ne comprends pas, votre fils est mince alors que vous êtes grosse, et le mien est gros alors que je suis mince. Et là, je me suis dit, ouh, d'accord. Et en fait, elle était en rejet vis-à-vis de son enfant. Et elle était excessivement dure. Parce que du coup, évidemment, moi, ça m'a alertée. Alors, je me suis dit, est-ce que je commence une thèse à 8h30 en salle de déshabillage des enfants ou pas? Est-ce qu'elle est en capacité de pouvoir entendre ce que je vais lui dire ou pas? Et effectivement, je ne sais plus, je lui ai fait une réponse assez courte, et je lui dis qu'importe sa corpulence, l'essentiel, c'est de l'aimer. Alors, je ne suis pas sûre que ça soit complètement rentré dans ce qu'elle attendait, mais en tout cas, ça a été ma réponse. Professeur Bouillot. Oui, mais moi, j'ai une vision beaucoup plus médicale que celle qui a été abordée. Je prends. Donc, alors, plusieurs points. Le rôle des pouvoirs publics, ça me paraît évident, et j'ai été très frappé, moi, à l'occasion de cette pandémie Covid. Alors que tous les papiers scientifiques disaient que l'obésité, c'est un facteur de risque très important d'avoir une maladie grave, et cette maladie grave, quelles sont les complications sérieuses. Et il a fallu attendre quasiment le mois d'avril, le mois de mai, je ne sais pas, pour que les patients obèses aient accès à la vaccination. C'est pour moi incompréhensible. Et ça prouve que les autorités qui dirigent les experts qui sont dans le centre de trucs d'expertise et tout, et qui nous disent qu'il faut vacciner ceux-là, les patients, les personnes âgées, et qui sont, même ces gens-là qui sont quand même normalement des collègues et plutôt pointus dans leur domaine,
à mon avis, ne connaissent pas l'obésité, quoi. Et c'est pour moi, ça a été vraiment très surprenant. Et j'ai eu du mal à comprendre que finalement, on les vaccine quasiment en même temps que ceux de 18 ans. Quoi. Voilà. Bon. Donc là, les pouvoirs publics, il y a du boulot à faire. Donc ça, je pense que vous faites ça très bien. Mais l'obésité, c'est pas une maladie si ancienne que ça hein, dans le monde occidental quand même. Hein. Et donc, il faut bien se remettre un peu en perspective. Moi, je vois ça par exemple sur la chirurgie bariatrique. La chirurgie bariatrique, ça a démarré il y a une vingtaine d'années dans nos pays. Hein, et donc, c'est quand même un truc récent, cette épidémie d'obésité, comme disait le professeur Badlan. Deuxièmement, je pense qu'il faut, au moins au niveau médical, accepter que ce soit considéré comme une maladie, et pas seulement une maladie de la tête, mais c'est une maladie grave, chronique, avec plein de complications, et peut-être qu'un jour, il faudra, ou même rapidement, la mettre dans la liste des affections à longue durée qui sont prises en charge, et avec une prise en charge globale à 100%, compte tenu qu'il y a de l'hypertension, il y a du diabète, l'apnée du sommeil, des problèmes rhumatologiques, et sans compter tout le reste, les problèmes cutanés, bon, enfin, il y a tout ça au quotidien. Et qu'il y a plein de soins et d'aides qui ne sont pas prises en charge. Par exemple, les diététiciennes, ce n'est pas remboursé, les psychologues, ce n'est pas remboursé. Donc là, il y a des choses à faire, pratico-pratiques, mais ça va coûter de l'argent. Et puis, il y a, sur le plan purement médical, la médecine est devenue la médecine hospitalière, mais également sans doute la médecine de ville, est devenue très technique. Et donc, on privilégie beaucoup la technique. Et donc, c'est ça qui paye, c'est la technique. Passer 3/4 d'heure avec un patient à l'écouter, si c'est pour, voilà, c'est pas à 22 €, ou je ne sais plus combien c'est le tarif. Voilà. Et je vois bien, moi, mes collègues chirurgiens, maintenant, ils parlent quasiment plus aux patients. Et de temps en temps, quand on parle aux patients, ils me disent « Ah, c'est sympa, enfin, un médecin avec qui on peut parler et qui vous écoute. » quoi. Il y a un problème d'écoute, il y a un problème de temps. Et ce côté technique, ben, ce n'est pas rentable. Et donc, je pense que là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et puis les médecins, eh bien, il faut qu'il y ait de la formation des médecins et du personnel de santé à l'obésité. Il faut des cours, il faut rencontrer des patients obèses et voir comment ils sont, et pour dire, mais oui, c'est des gens sympas, quoi. Voilà, ils ont leurs problèmes, mais ils en veulent. Et il faut des cours techniques de prise en charge des patients obèses. Quand on va dans les congrès sur l'obésité, on voit bien qu'il y a un panel de raisons pour être obèse. Il y en a beaucoup, il n'y en a pas une. Et c'est toute cette prise en charge qu'il faut expliquer aux futurs infirmiers, soignants, personnels de santé, y compris médecins, parce qu'ils ne savent pas. Mais les patients non plus, ils ne savent pas, hein, parce que quand ils viennent nous voir, on dit « Bon, allez, vous m'opérez, je vais perdre 50 kilos et tout est réglé. » Et donc, il y a beaucoup de choses qui doivent circuler. Et ça ne se passe pas encore beaucoup à la télévision, hein, quand même. Hein. Il y a vraiment beaucoup de boulot à faire, je pense, et ça va prendre du temps. Mais j'ai l'impression, enfin peut-être parce que je baigne un peu là-dedans, que ça avance, quoi, et qu'il y a quand même maintenant moins de préjugés qu'il y a 10 ans. Mais peut-être que Anne-Sophie se rend mieux compte de moi, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Je crois que le docteur Épin voulait vous accompagner dans vos propos, c'est ça, il me semble. Oui, alors non. En fait, plus il y a de patients en obésité, plus il y a de stigmatisation et plus elle est forte. Et ça, c'est pas qu'au niveau des soignants, c'est décrit de manière globale par des études de Rebecca Pull ou Rebecca Pearl aux États-Unis. Oui, en France, on est concerné par le problème depuis une vingtaine d'années. Enfin, on est quand même globalisé, il y a Internet, on peut de temps en temps, même si l'expérience des autres en général, c'est comme se peigner alors qu'on est chauve, il faut quand même qu'on essaye de tirer un peu l'enseignement de nos confrères de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a 40 ans de recul, il y a par exemple le Rudd Center for Obesity où ils travaillent énormément par rapport à toutes ces questions de préjugés liés au poids et des impacts sur la santé et l'organisation. Il y a une chose qu'on n'a pas dit depuis le début, c'est quand même que c'est une maladie, c'est certain, mais elle n'est pas contrôlable par le patient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, et ça c'est le premier message en fait, la première croyance à détruire, c'est que le patient est capable d'agir sur son obésité simplement en disant bah, allez, mets tes baskets, va courir et puis réduis un peu ce qu'il y a dans ton assiette. Oui, concrètement, ça finit un peu sur cette balance entre ce que je fais rentrer et ce que je fais sortir au niveau de l'énergie.
Mais combien y a-t-il de facteurs qui vont conditionner le fait que je puisse sortir? D'ailleurs, les préjugés sont très importants par rapport à ça. Quand on a des regards négatifs parce qu'on va à la piscine et qu'on se sent plutôt sauver Willy que la sirène dans le lagon, je ne suis pas certain qu'on ait envie mais je me suis forcément… toujours trouvée belle en maillot de bain. Hein. J'y vais. Il y a beaucoup de patients qui nous disent je peux pas faire de natation, j'adore ça, Oui. mais ça m'est pas accessible. Après, il y a beaucoup aussi de choses sur la question alimentaire, c'est-à-dire que les préjugés induisent un stress psychologique et un stress biologique qui induit une prise de poids, que ce soit par rapport à des dérégulations du contrôle alimentaire. On va avoir donc des prises alimentaires émotionnelles et on va aussi avoir d'une certaine manière une absence d'une prise alimentaire parce qu'on aura dit ah bah non, je ne l'ai pas mangé ça en fait, et on n'en a pas conscience. C'est-à-dire que tous les facteurs qui permettent ou d'augmenter la dépense d'énergie comme faire du sport ou de diminuer l'apport de calories, l'assiette, il y a énormément de choses qui viennent parasiter la volonté. Donc déjà, le premier travail à faire, c'est de dire non, l'obésité n'est pas le fait d'une absence de volonté des patients. Et ça, je pense que si on commence pas le travail là-dessus, on n'y arrivera pas. Après, je suis aussi tout à fait avec Gladys ou Marc sur l'idée de ce travail sur l'empathie en général, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, de manière à favoriser l'accueil de l'autre et aussi sur des techniques de communication. Je suis très jeune médecin, donc on est quand même un peu jeté dans le bain sans avoir forcément les règles de la société actuelle, avec comment est-ce qu'on crée le discours avec le patient. Ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus enseigné. Alors, au Canada, par exemple, pour la démarche de l'obésité, ils proposent déjà de demander l'autorisation de parler du sujet. En France, on peut entendre de temps en temps « vous êtes gros », mais c'est quand même le problème. Mais je viens pas pour ça, je viens pour mon genou. Et donc, en fait, il y a aussi ce travail peut-être de formation. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Il y a aussi encourager le traitement aussi de ses propres émotions chez les professionnels de santé, ça peut être intéressant. Et en fait, ce travail émotionnel en règle générale dans la société qui permet aussi de mieux accepter l'autre parce qu'on s'accepte un peu mieux soi et qu'on portera un regard un peu moins négatif. Il y a aussi l'éducation des familles. Et je pense que peut-être que ces questions-là, il y a aussi un travail à faire à l'école, effectivement, sur l'éducation des parents par rapport aux remarques. Il faut savoir quand même que les médecins sont responsables de 60% des problèmes liés aux préjugés au poids par rapport aux patients d'obésité aux États-Unis, mais c'est les parents qui représentent 75% des agresseurs. Et là-dessus, il y a effectivement un gros travail à faire dès l'enfance. N'oublions pas non plus les médias, qui ont une jolie tendance à nous mettre des émissions ou des publicités qui vont tout de suite scotcher un petit peu une étiquette d'obésité facile et faire des diagnostics un peu à l'emporter. Le problème de l'obésité, c'est surtout ses complications. Un patient peut très bien être très gros sans de complications. Et je te fais une petite parenthèse sur le sujet, mais effectivement, c'est ce que disait tout à l'heure le professeur Bouillot. Le CNAO, nous, modestement, ça fait juste un petit peu 21 ans qu'on se base sur tous ces sujets-là. Et concernant effectivement les images de représentation sur l'obésité à l'écran, le CNAO fait partie du CSA depuis environ, la commission santé depuis environ 2009, on va dire début 2010. Et effectivement, les représentations où on voit une personne en situation d'obésité sur un canapé, en train de boire une boisson de couleur foncée et en mangeant des choses qui font shriek quand on les mange, c'est terminé. C'est terminé parce qu'effectivement, ça va contre l'encontre de l'image de représentativité qu'on peut avoir des uns et des autres. Donc ça, effectivement, sont des choses qu'il faut cadrer au fur et à mesure. Et ça revient à ce que disait le professeur Bouillot sur l'implication des médias, des politiques. Et là où effectivement on peut rencontrer des soucis, c'est que en fonction, et c'est malheureux à dire, moi mon parti politique il s'appelle la santé et la santé de la population, et je ne suis qu'une bénévole dans le milieu associatif et je suis Madame tout le monde, je suis une citoyenne française comme tout le monde. Mais d'un autre côté,
il faut être en capacité de dire quand ça va pas, il faut trouver des solutions ensemble, mais qu'en face, il faut qu'on ait aussi du répondant sur comment on peut porter les choses. Et porter les choses, ça passe par vous, par Magloire, par tout le monde. Et tout le monde peut avoir une implication sur ces sujets-là pour qu'on fasse avancer les choses. Et vous connaissez ma détermination très pugnace à vouloir pousser les choses. J'adore le regard d'Antoine. Et à faire que les choses avancent. Parce qu'il faut que ça avance à plein de niveaux. Magloire, je reviens, pardon, je pense au film que tu avais fait. Alors, on est en plus complètement dans la démarche que nous avons eue, c'était le hasard. Des jeunes de la ville de Tarnos, qui est juste à côté de Bayonne, m'ont appelé parce qu'ils ont une particularité. Je vais essayer de faire court pour vous tous. C'est qu'ils ont 5 km de plage quasiment vierge et qu'ils avaient des copains obèses. On avait déjà commencé le processus avec la mairie de Paris et des copines surtout qui ne voulaient pas venir à la plage alors que c'est leur lieu de vie quasiment tout l'été. Donc, je suis descendu avec les voir. On a fait une série de photos. Je me suis mis pour une fois en maillot de bain et ils ont offert ces photos à leurs potes et copines obèses. Puis, on s'est dit, on va aller plus loin. C'est un groupe qui s'appelle les City Agents de Tarnos, donc, qui a une réflexion pour la lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient, qu'ils avaient déjà depuis plusieurs années. Et ils vont de 15 à 22 ans, 25 ans aujourd'hui. Et ils ont écrit donc, le scénar de Grossophobia, qui, là aussi, je le résume, c'est un court-métrage, de toute façon, n'ayez pas peur, ça dure 6 minutes 50. Ça commence à l'école. Et alors, donc, nous avons notre protagoniste, notre comédienne principale qui est toujours en subjectif. Elle a 6 ans, et dès l'âge de 6 ans, à la cantine, elle connaît la discrimination. La discrimination commence chez elle, pendant son petit déjeuner, à l'âge de 6 ans, et on la suit jusqu'à 26 ans, où elle est maman, etc., etc. On a eu la chance d'avoir une comédienne que l'on voit, donc qu'on aperçoit à peine à la fin, qui est en souffrance. Elle a 26 ans, qui était en souffrance, qui pour nous a accepté de se regarder dans une glace qu'elle n'avait pas fait depuis 10 ans. Et donc la réalité a rejoint la fiction, la fiction rejoint la réalité. Et là, je m'adresse aussi à Gladys. Le but dans tout ça, c'était non seulement de tourner ce film, évidemment, mais c'était aussi de tourner ce film au sein d'une école, avec des parents présents. On a tourné un début juillet, toute l'école est venue, le primaire, mais aussi le secondaire, puisqu'on a tourné dans des écoles, dans un collège de 3e. Et c'était ça, en fait, notre véritable action. Outre le film et le prix ou les prix que nous allons avoir, c'était surtout le jour de la projection technique avec l'ensemble des familles, des professeurs, de vos homologues de Bayonne, de Biarritz et de Tarnos, Gladys, et vos homologues médecins aussi, parce qu'il y a une action aussi avec la médecine scolaire et avec quelques médecins de là-bas, généralistes là-bas. C'était ça notre action. Et c'est effectivement, je vous rejoins tous là-dessus, comment dirais-je, l'éducation, elle commence au plus tôt, elle commence à la petite maternelle, elle commence même à la crèche, voilà. Et je suis… 3 ans, c'est l'âge d'apparition des préjugés. Voilà, c'est ça, voilà. Et quand on sait que 80%, parce que c'était bien ce que vous rappeliez tout à l'heure, docteur Epin, quand on sait que 80% des agressés, parce que c'est bien qu'on dise ces mots-là, des enfants agressés par leurs parents, ça commence par les parents et l'entourage, 80% de ces enfants-là seront des enfants obèses, et je sais de quoi je parle. Ayant eu, moi, une mère professeure de danse classique et dans l'Opéra de Paris, vous imaginez bien qu'adopter un petit gros, franchement, c'était un peu lourd. Donc, je sais parfaitement tout ça. On le sait, on vous parle évidemment facilement de nos expériences. Elles sont communes, beaucoup trop communes. Et c'est vrai que vous avez tous raison. Ça commence par l'éducation à l'école. Comme ça, on commencera à éduquer très tôt vos chers collègues médecins qui seront là dans 20 ans. Mais je pense qu'il va y avoir le psychiatre aussi qui peut nous donner. Notre ami psychiatre qui peut nous donner. Il y a quand même des choses qui sont démarrées par les plans national santé sur la prévention et la prise en charge de l'obésité dès l'enfance dans le milieu scolaire. Il y a des choses là-dessus quand même. Alors, il y a très peu de choses à cette heure. C'est pour ça qu'effectivement, nous, au niveau du CNAO, on travaille beaucoup sur l'implication du ministère de l'Éducation nationale sur le sujet, parce que c'est à nos yeux, c'est un non-sens
que l'éducation nationale soit pas dans les problématiques et dans les travaux. Donc là, effectivement, avec le groupe de travail du PNNSK, donc le Plan National Nutrition Santé, il y a des choses qui sont un peu plus interactives, mais c'est toujours pareil, c'est que ça dépend des personnes qui sont à des positionnements et à des postes qui font qu'effectivement, ils vont pouvoir entraîner du monde avec eux. Et je suis assez contente à titre personnel, mais voilà, c'était l'objet également de la présence du professeur Daniel Nizri, qui préside le PNNS4, mais également d'Olivier Ziegler, qui est sur l'écriture de la feuille de route. Ce sont des choses qui doivent être dedans et qui doivent être poussées, et qui doivent être poussées aussi bien par l'État, mais qui doivent être aussi poussées par nous, par nos actions, par ce que l'on fait, par nos implications, par les fonctions qu'on peut avoir. L'État tout seul, et je ne suis pas là pour faire de la politique politicienne, mais l'État tout seul ne pourra rien faire. Si on n'est pas derrière à emmener et à emporter les choses, on n'avancera pas. Et je pense que là-dessus, c'est une implication, pas pour un gouvernement ou pour quelque chose d'autre, pour nos convictions et pour les patients et pour la population. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Enfin, je ne sais pas ce que Gladys et Marc vous en pensez, mais… Alors, c'est vrai que moi, pour le coup, ça fait de nombreuses années que j'ai commencé déjà par le harcèlement scolaire. En parlant de ce sujet-là, justement, je suis arrivée sur toutes ces discriminations et sur celles très souvent qui sont liées au physique. C'est la première qui vient, c'est les premières causes de moquerie sont liées au physique. Donc, du coup, j'ai eu, lors d'une intervention, une jeune fille qui est venue me voir à la fin d'une intervention en me disant « Écoute, Gladys, moi, ce que je vis, c'est compliqué. » Donc, je lui ai demandé effectivement de m'exposer sa problématique, si elle voulait bien l'évoquer avec moi. Et elle me dit « Mais moi, c'est parce que je suis trop grosse. Mais une fois que je serai plus maigre, j'aurai plus de problème. » Donc, du coup, c'est vrai que moi, ça m'a vraiment pris au cœur parce que je me suis dit, voilà, elle a 8-9 ans et elle me dit, voilà, une fois que j'aurai plus ce poids, tout ira mieux pour moi. Donc, c'est vrai que c'était compliqué déjà pour lui faire prendre conscience qu'elle n'était pas, elle, fautive, parce que du coup, elle avait l'impression que c'était de sa faute, en fait, ce qui se passait et que c'était normal que ses camarades se moquent d'elle. Donc, du coup, c'est tout ce cheminement qui est compliqué, surtout à cet âge-là, à prendre conscience. Et c'est important, effectivement, de travailler avec l'ensemble, les équipes éducatives et aussi les parents. Donc après, moi, c'est mon travail, c'est ma fonction. On l'a bien évidemment accompagnée, cette jeune fille. Je n'ai pas de nouvelles d'elle, mais en tout cas, je sais que l'année suivante, elle se sentait déjà un peu mieux. Elle n'avait pas perdu de poids, mais en tout cas, elle se sentait mieux parce qu'elle s'est sentie écoutée. Voilà. Oui, un petit mot, bravo. Vraiment, je suis très content que vous évoquiez ça. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure au sujet de la médecine scolaire. Je pense que l'éducation nationale peut tout à fait être partie prenante sous l'angle de la médecine scolaire. Un autre angle d'approche, ce sont les maires. Les maires, parce qu'ils font le budget de la cantine. Eh oui, hein, quand je vois que mange le dernier, il y a l'abord informatif, voilà. Quelqu'un qui est très sensible à la vie de ses concitoyens, c'est le maire. Et donc là, c'est un point d'entrée de lobbying qui me paraît tout à fait essentiel et qui permet d'intervenir de manière plus large. Parce que les enseignants sont débordés. Alors, ils sont tout à fait d'accord quand on discute avec eux. Moi, j'aime beaucoup discuter, entre autres, avec le prof de sciences nat, qui lui-même est très, très intéressé parce que dans la nature, il y a une diversité de poids au moment de la vie, en fonction des saisons, chez beaucoup d'animaux. Et donc, il y a quelque chose pour les tout petits et les moyens, on va dire, qui permet une appréhension du phénomène de la prise de poids, hein, quand on discute avec eux. Donc, c'est tout à fait possible, mais à condition qu'il y ait une directive dans l'enseignement. Il n'y a pas de directive. Et ça, je ne vais pas charger les pouvoirs publics, mais malgré tous les plans, on sent bien qu'il y a un morcellement des interventions et des intervenants et un manque de cohésion dans la prise en charge du problème. Et on revient toujours à cette idée, c'est que c'est une prise en charge globale, tant de l'individu, celui qui vient consulter, que de la population. C'est à tous les niveaux que ça se passe. Donc, je crois qu'il faut aller voir les maires, leur dire, dans votre cantine, il se passe des trucs, et puis
Quand il y en a un qui est un peu différent et qui ne mange pas pareil, il faut expliquer qu'est-ce qui se passe et expliquer pourquoi c'est comme ça. Ce travail-là n'est pas assez fait. Hein, et je pense que là, on doit tous intervenir. Moi, j'insisterai là-dessus, encore une fois. C'est tous les petits morceaux. C'est un véritable train avec des wagons. Donc, il faut accrocher les wagons. Et la représentation de l'autre, elle se construit en même temps que la représentation de soi. Et c'est à partir de 3 ans. Hein, et oui, donc il faut commencer. Plus tôt on commence, on revient toujours à la même chose, plus c'est facile. Parce qu'après, on voit bien que l'autre, il est pareil, mince. On boira quand même des boissons pas toujours super top, quoi. Hein, mais on les partage, c'est ça qui est important. Hein, on le fait ensemble et on en dit quelque chose. Et la mise en mots est très importante. Voilà, j'arrête là-dessus sur le côté psy. Oui, mais c'est très bien. C'est très bien parce que c'est effectivement à la base aussi de tout. Voilà. Mais je trouve que tant que nos pouvoirs publics, et je vous laisse la parole, docteur Epin, avec le travail que vous faites, Gladys, je trouve que c'est cette fonction que vous avez de la citoyenneté, c'est la base pour apprendre, comme vous le disiez en préambule, à vivre, à savoir vivre ensemble. Donc, il faut aussi savoir accepter l'obésité de l'autre. On vous écoute, docteur Epin. Sur l'éducation aussi, il y a une chose qui est un fait, c'est que notre société, par rapport à d'autres, on n'a pas la culture du sport, on n'a pas la culture non plus de l'activité physique ou des déplacements, entre guillemets, sains. Et je pense que dès le plus jeune âge, l'apprentissage aussi de la mobilité, en règle générale, on ne peut pas nier aujourd'hui l'avantage, le gain qu'on peut avoir sur le plan médical de l'activité physique quand elle est réalisée à bon escient. On ne va pas oublier les chiffres qui sont assez cataclysmiques chez les enfants, où on voit que leurs capacités physiques ont énormément diminué au cours des dernières années du fait d'une sédentarité qui augmente dans nos sociétés. Et je pense que la mobilité en ville aussi, la marchabilité, c'est des facteurs qui sont tout à fait dans le domaine aussi par rapport à ça. Et d'aider les gens à se déplacer, ça peut aussi régler le problème. Alors, concernant l'activité physique, Antoine, je suis plus que d'accord avec toi. On a effectivement, je pense, beaucoup de travail à faire là-dessus. Et je vois que alors, je vais réussir à faire une phrase cohérente. C'est que lorsqu'un enfant veut rentrer dans un club sportif, alors pareil, hein, je reprends une actualité. Dimanche, on a été voir les différentes associations sportives pour notre fils. Tout de suite, on nous a branché compétition. Et j'ai bloqué tout de suite les gens en disant « Stop, je vous explique, il vient là prendre du plaisir, il ne vient pas faire des compètes. S'il fait des compètes, c'est qu'il a envie de faire des compétitions. Mais vous n'allez pas commencer à nous dire, s'il rentre dans un club, c'est pour faire de la compétition. » Je dis parce que ça, il y a plein, nous on a plein de gens qui nous disent, on a arrêté le sport parce qu'on nous obligeait à faire des compétitions et les gens ne voulaient pas qu'on pratique pour le plaisir. Et ça, c'est pas entendable. Parce que, alors, ça fait partie, alors, je te redonne la parole après, Antoine, parce que là, je vois effectivement, il y a Katharina qui dit des choses et qui dit effectivement elle fait partie de l'éducation nationale et il n'y a rien autour de l'obésité et de l'estime de soi. Et effectivement, nous, on a un sujet sur l'estime de soi sur lequel on va travailler de suite. Et le harcèlement entraîne effectivement des problématiques de TCA. Donc, TCA, trouble du comportement alimentaire. Et je rappelle qu'il y a quelques jours, c'était la journée des TCA. Et Dieu sait, alors, hyperphagie, boulimie, anorexie. Et effectivement, ça crée, notamment chez des jeunes, et c'est une recommandation qu'on avait travaillée à la Haute Autorité de Santé, où j'étais effarée d'entendre les psychiatres nous dire, et même des médecins de ville, hein, je pense particulièrement à je dirais pas une collègue, mais une médecin qui disait, moi j'ai des jeunes de 9 ans, à partir de 9 ans, qui rentrent dans des troubles du comportement alimentaire. Et effectivement, là, on va revenir aussi sur le sujet de l'estime de soi. L'estime de soi peut être garant du bien-être ou de l'accomplissement de l'estime de soi et, si nécessaire, des guérisons pour les patients en situation d'obésité. C'est-à-dire que
moi, j'ai envie de vous dire, dès l'instant où on arrête la progression du poids, de la prise de poids, pour moi, en soi, c'est déjà une réussite. Et que garder un poids stable, c'est déjà quelque chose, entre guillemets, de colossal en termes de travail réalisé sur un patient. Et que l'estime de soi, c'est quelque chose qui est chez nous, je m'implique, excessivement fragile et d'une vulnérabilité et à sensibilité à fleur de peau, et qu'à chaque instant qu'on fait quelque chose, on se demande si finalement on n'a pas le complexe de l'imposteur, en fait, en se disant mais est-ce que j'ai fait bien, est-ce que j'ai pas fait bien, c'est quelque chose qui peut être très délétère. Et alors évidemment, vous allez me dire, il n'y a pas que les personnes en situation de surpoids qui peuvent avoir un problème d'estime de soi, évidemment. Mais quand on cumule un petit peu les problématiques, ça peut vite monter. Qui veut prendre la parole sur le sujet? Sur d'autres sujets, mais pas sur celui-là, parce que Alors, un petit mot, si vous voulez. L'estime de soi, en fait, je pense qu'il faut le voir comme un concept très général. L'estime de soi, c'est la capacité à se conduire tel qu'on le souhaite dans un environnement qui est changeant. Je vais essayer d'expliquer. Sans vouloir rentrer dans une polémique, la construction de l'enseignement dans les classes primaires et secondaires s'appuie sur un modèle de performance qui, par analogie, se traduit, comme tu l'as dit, dans le mode sportif. Alors que normalement, on devrait concevoir l'enseignement et le sport comme un épanouissement global de la personne qui se complète, notre système, qui est très franco-français, se base sur la performance. La performance dans l'enseignement et la performance sportive. Ce qui explique que les clubs de sport, j'ai les mêmes problèmes. Quand j'avais mis le plus âgé au foot, ils m'ont dit, écoutez, il n'est pas très bon, on va le mettre dans les buts. Et puis quand il n'était pas très bon dans les buts, ils m'ont dit, bon, ça ne l'intéresse pas. Alors je dis non, il va au foot pour jouer avec ses copains. Et ça lui fait plaisir, et du coup, il a du plaisir avec les copains. Et les copains, c'était très chouette. Je fais une petite anecdote. J'étais allé les voir en me disant, bon, le fiston est un peu malheureux parce qu'il est toujours dans les buts, et puis il n'est pas très bon. Et la réponse des copains, ça a été, alors ça, c'est pas très grave qu'il ne soit pas bon, parce qu'il est avec nous, et de toute façon, on marque plus de buts que les autres, et ce n'est pas important qu'il prenne des buts. Et ça renvoyait d'une manière très naturelle à un truc de cohésion. On est bien ensemble, on revient, et du coup, mon fils n'a jamais souffert d'être pas bon au foot. Parce que les copains l'emmenaient en disant, de toute façon, on va battre les autres, on mettra un but de plus. Dans une dynamique qu'on va appeler de psychologie positive. L'un entraîne l'autre. Et je pense qu'on a un défaut, un biais culturel en France, un vrai biais, c'est de ne pas dire à nos enfants, écoute, tu tentes ta chance, si ça ne marche pas, c'est pas grave, tu recommences le lendemain. L'échec, c'est pas grave. L'échec n'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'essayer de participer, de s'améliorer. Et je trouve que je suis très gêné parce que l'estime de soi se construit sur des éléments basiques comme ça, qu'on peut tous comprendre, à savoir, on essaye et on se renforce quand ça marche un peu, même pas du tout, c'est pas grave parce que les autres sont là pour nous dire, si, vas-y, recommence, tu y arriveras, ça prend du temps, ça ne marche pas du premier coup. Et tout ça, je trouve qu'on ne le valorise pas et on ne le dit pas assez. Voilà, moi je pense que le levier, c'est ça, c'est apprendre à dire, on a le droit à l'erreur, on a le droit à l'échec, et c'est des notions, l'erreur et l'échec sont très relatifs comme notions. Il faut arrêter de s'emmerder à se dire, j'ai loupé. Et c'est pareil dans le domaine des entreprises. Il y en a un, il se plante dans sa boîte, il va voir les banques et on lui dit, mais non, vous avez planté la boîte, on ne va pas vous redonner de l'argent. Mais non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il faut être créatif, accepter d'être imparfait et recommencer quand ça ne marche pas assez bien. Voilà, et ça s'apprend au quotidien, tous les jours. Heureusement que tu es psychiatre et pas banquier. Je suis navré, mais nos voisins allemands qui ont une culture humaniste telle que je la décris
et assez protestante pratiquent plutôt ça dans l'estime de soi. On peut couler sa boîte en Allemagne et en reconstruire une derrière. C'est pas très vrai en France. Je caricature, mais c'est pas très vrai. Donc c'est vraiment une culture globale. C'est pas une culture individuelle. En France, on est sur un modèle scolaire de méritocratie. Et si t'es pas bon, ben c'est loupé, quoi. Si t'es pas beau, c'est loupé. Si t'es trop gros, c'est loupé. Si t'es trop maigre, c'est loupé. Je crois qu'il faut sortir de cette représentation. Mais alors, si je reprends tes propos, Marc, parce que là, tu viens de dire quelque chose qui m'interpelle. Si tu es trop gros, tu es loupé. C'est quand on voit, alors là, je parlais de discrimination à l'embauche ou dans un milieu professionnel, quand les gens voient y arriver, enfin, je parle En général. Ouais, en général. Des patrons ou qu'importe, un chef de service qui voit arriver quelqu'un qui a un corps qui est différent du leur, ils vont se dire mais il ou elle a un problème de poids, il sera de toute façon moins bon qu'un autre qui a un poids tout à fait classique et normal. Et c'était comment il s'appelle, on l'avait eu sur un de nos webinars, ça y est, j'ai Alzheimer, excusez-moi. C'est pas beau, un professeur d'université qui disait, mais en fait, deux personnes, âge équivalent, sexe équivalent et diplôme équivalent, celui qui n'a pas de poids sera considéré comme ayant 2 diplômes supérieurs en plus que celui qui a du poids. Et effectivement, alors, ça fait partie des choses qui ne sont pas dites, sur lesquelles il faut des preuves, parce qu'il y a l'Observatoire des discriminations qui quand même censé travailler sur le sujet, mais lorsqu'on est assujetti à une discrimination à l'embauche, il faut prouver qu'effectivement, vous êtes discriminé parce que vous avez une problématique de poids et que les gens ne disent pas. Et ça, quoi qu'on en dise, si vous êtes une femme, votre âge, votre couleur de peau et votre balancement de hanche, enfin voilà, je veux dire, à un moment donné, ça peut vite tourner au vinaigre. Hein. Oui, il faut rajouter le patronyme. Tu as raison. Hein, la consonance du patronyme, moi qui ai un patronyme alsacien, quand je suis arrivé à Paris, je me souviens très bien, on me disait, mais vous êtes allemand, monsieur, vous avez un accent. Ça me faisait rire, mais bon, on a ce problème, je pense que ça peut s'améliorer, mais c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai, on est jugé différemment. Je trouve que c'est particulièrement dur pour les femmes. Oui. Particulièrement dur. Vous êtes une femme maghrébine ou noire, obèse. Alors là, hein, vous avez tout faux. Vous commencez par avoir tout faux. Il vaut mieux se faire la malle, comme disait l'autre. Ah oui. Hein. Là, ça devient bon, mais on ne va pas pleurnicher. On va voir comment on change les choses. Voilà. C'est comme ça. Mais comme disait le professeur Bouillot, on est quand même des super résistants. Oui. On est des, on est des combattants, quoi. On est des gladiateurs, faut le dire, hein, parce que finalement, j'ai envie de dire, on a un côté peut-être plus doux, plus conciliant, plus résistant finalement à la douleur, quelle qu'elle soit cette douleur. Je fais un petit peu d'humour. Hein. Et il y a Carole qui dit, faut rentrer dans les moules. Fait chier les moules, excusez-moi, mais quel moule d'ailleurs? Parce que voilà. Bon, mais c'est vrai que c'est plus mal vécu chez les femmes que chez les hommes. Hein. Un homme obèse, il est rassurant, une femme obèse, elle est tout sauf rassurante. La meilleure preuve, c'est quand on voit en chirurgie de l'obésité, 90% des gens qui sont opérés sont des femmes. Or, la répartition des obèses hommes-femmes, elle est à 50-50 hein, en France. Et donc, il y a même plus d'hommes maintenant. Les chiffres disent qu'il y a plus d'hommes. 54% d'hommes. Peut-être qu'il y a plus d'hommes. Et donc, voilà. Et pourtant, ce sont les femmes qui se font opérer, hein, parce que, pour des raisons diverses et variées, mais c'est parce que l'obésité féminine est mal vécue. Je serais bien revenu sur une ou deux choses. Lorsque, tout à l'heure, notre collègue parlait des maires, en disant, je pensais initialement qu'il pensait aux maires M-E-R-E et pas aux maires M-A-I, parce que le rôle des parents, quand on parle beaucoup de l'obésité de l'enfance ou du surpoids dans l'enfance, là, au cours de cette
ce webinaire. Je ne sais pas, moi, personnellement, s'il y a beaucoup de jeunes enfants en école primaire obèses ou en surpoids, il y en a sans doute un certain nombre, mais ce que je pense, c'est que le rôle des parents est primordial à ce moment-là. Et quand on voit les obésités sévères, hein, moi, c'est celle-là que je rencontre, donc c'est peut-être un monde un peu particulier, mais le rôle de la mère, notamment à la période de la puberté, de l'adolescence, etc., voire même déjà un peu en amont, est vraiment primordial. Le regard de la mère, le jugement que portent les parents, je mets la mère parce que c'est souvent elle, mais le regard des parents sur leur enfant qui est en surpoids et qui est déjà en souffrance, et il n'y a plus de discours et de bienveillance des uns et des autres, alors qu'il y a de l'amour. Normalement, il doit y avoir de l'amour. Et donc, normalement, oui, non, mais je suis sûr qu'il y en a en plus, mais les gens ne savent pas bien faire. Ils ne font pas bien là. Ils font l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Et donc, là, il y a des choses à dire et des choses à faire. Et donc, à l'école, je pense que ce qu'il faut, c'est apprendre, c'est la tolérance. Et donc, les enseignants et tous les doivent apprendre la tolérance et la différence aux enfants, quoi. Et qu'on n'est pas tous pareils et qu'on n'est pas tous des futurs polytechniciens ou présidents de la République. Je voudrais juste encore redire une petite chose. La prise en charge de l'obésité, c'est compliqué. Et donc, ce qu'a dit Anne-Sophie, c'est un succès lorsqu'on ne prend plus de poids. Et donc, il y a plein d'études scientifiques de très bon niveau qui ont montré qu'une bonne prise en charge, ça arrive peut-être de temps en temps à perdre du poids, mais surtout ça permet de stabiliser le poids. Et donc, il ne faut pas être trop ambitieux quand on a en surpoids ou de l'obésité. Il ne faut pas vouloir se dire, allez, je vais retomber avec des IMC à 25, 60, 90, 60, 90. Ce n'est pas possible. Et donc, il ne faut pas mettre la barre trop haut. Et donc, la stabilisation du poids et ne pas faire du yo-yo, c'est un énorme succès. Et il faudrait que ce message passe, c'est-à-dire que quand on a pesé 120 kilos, on n'arrivera pas à 60, c'est impossible, c'est quasi impossible. Voilà. Mais quand on a pesé 120 kilos ou même 100 et qu'on descend à 80, c'est super parce qu'on perd d'un seul coup toutes les complications de l'obésité. Et donc c'est ça qui fait la gravité de l'obésité. Une partie de la gravité, c'est toutes ces complications métaboliques, nutritionnelles, cardiologiques, ce dont on dit un mot tout à l'heure. Et donc c'est ça qui fait la gravité, sans compter toute la discrimination et le regard des autres. Mais d'un point de vue purement médical, technique, ce qu'il faut, c'est perdre le diabète, perdre l'obésité, perdre l'apnée du sommeil, perdre les problèmes rhumatologiques. Alors moi, j'ai une vision très, très médicale et pas très psychologique. Mais professeur Bouillot, justement, sur ce sujet-là, et je pense que c'est important de le dire dans le webinaire, c'est que si on perd déjà 5% de son excès de poids, on baisse considérablement ses risques. Absolument. C'est d'ailleurs, par exemple, il y a souvent des patients qui me disent « Qu'est-ce que vous pensez du ballon gastrique ?» Voilà, c'est une question qui revient souvent. Et alors, on dit, le ballon gastrique, avec un ballon gastrique, vous allez perdre 10-15 kilos. Je parle d'obésité sévère. Hein. Et donc, ce n'est pas ça que vous voulez. Or, pourtant, ces 10 à 15 kilos vont permettre effectivement de faire baisser de façon très importante déjà un certain nombre, le diabète ou le prédiabète déjà va être bien, la balance glycémique, les trucs d'insuline, tous ces trucs-là, ça va être très amélioré. Le foie oui, la nage. Le foie qui va devenir un vrai problème de santé publique, le foie métabolique, la nage métabolique, la première cause de transplantation hépatique aux États-Unis maintenant. Et donc, oui. Et donc dès qu'on perd un tout petit peu, là, ça améliore considérablement toutes les constantes biologiques et métaboliques. Et donc, je pense qu'il ne faut pas vouloir mettre la barre trop haut. Et c'est un message qu'il faudrait faire passer. Vous êtes en surpoids. Bon, tant que c'est du surpoids, ça va. Si vous êtes en obésité, bon, c'est embêtant. Le terme obésité fait peur. Moi, je n'hésite pas à leur dire, mais vous êtes obèse. Ben oui, parce que je pense qu'il faut que les gens se rendent compte et dire, OK, je me stabilise, je vais bien pour l'instant. Il faut réussir à se projeter dans l'avenir loin. Hein, c'est compliqué hein, quand même. Hein. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Bon, mais voilà, je crois que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire. Et pour mon collègue psychiatre, les psychiatres, des fois, ils connaissent. Là, on est un collègue qui connaît bien l'obésité, mais souvent, ils ne connaissent pas bien l'obésité quand même, les psychiatres. Hein. Ils connaissent bien la dépression, la dépendance et tout, mais un peu moins bien l'obésité. Mais comme les autres médecins, hein, à même titre que les autres médecins. D'ailleurs. Oui, alors, si vous me permettez, je suis d'accord avec vous. Deux choses.
Je pense qu'il faut être modeste avec les patients, hein. La médecine, c'est une école de la modestie. On est d'accord. Je crois que c'est vraiment Merci. ce qu'il faut enseigner. Surtout la chirurgie, il faut être humble. Et la psychiatrie encore plus, parce qu'on ne guérit personne. On ne guérit personne. C'est-à-dire que être psychiatre, c'est renoncer à guérir quelqu'un, mais simplement à l'aider à se rétablir. Et c'est vraiment fondamentalement important pour un psychiatre de comprendre que quelqu'un peut se rétablir, c'est-à-dire retomber sur ses pattes, hein, pour faire court, et puis bien fonctionner dans sa vie, et puis être heureux, trouver du plaisir à faire les choses. Voilà, et c'est comme ça qu'il faut le voir. Redevenir un être parfait qu'on n'a jamais été, c'est un projet impossible. Et je pense que c'est tout à fait vrai pour les médecins, les chirurgiens, de se dire, bon, on ne revient pas à l'état antérieur, hein, c'est ce que démontre bien Canguilhem, ce n'est pas possible. Et puis Hippocrate le disait aussi, qu'est-ce qui est important? C'est que la santé du patient s'améliore. Donc ça veut dire qu'il faut être modeste et lui dire aussi, c'est vachement bien le résultat que vous obtenez. Laissez votre corps et votre esprit en paix, vivez le moment présent, occupez-vous de votre futur parce que vous avez déjà modifié beaucoup de choses. Et on revient à l'estime de soi et au plaisir de vivre. C'est toujours les mêmes trucs, hein. En fait, on n'est pas dans la fabrique d'être parfait, surtout pas en médecine, hein. La médecine, c'est l'école de l'étude des imperfections. Donc, et de comment le mieux possible les corriger. Donc, on n'est pas dans la construction de l'être parfait, pas du tout, hein. Je rejoins tout à fait ce que dit le professeur. Donc, il faut aussi dire aux patients qu'il ne faut pas se challenger sur un truc impossible. Voilà. Il faut le rappeler, hein. Vas-y. Alors, il y a une notion qui est récente aussi, c'est le corbeau et le corps sain qui commence maintenant sociologiquement à faire synonyme. Et en fait, avoir un corps d'athlète grec, c'est un peu l'objectif qui dit qu'on est sain, qui dit qu'on a aussi du pouvoir d'une certaine manière. Et ça, c'est aussi quelque chose qui serait bon d'apprendre dès le plus jeune âge à déconstruire, parce que c'est pas parce qu'on a un corps, et sinon la médecine du sport n'existerait pas. Les sportifs de haut niveau se blessent à longueur de temps, donc ils ne sont pas forcément plus sains. Ils meurent aussi assez jeunes quand c'est excessif. Donc, effectivement, ce que vous disiez sur l'apprentissage de la bonne santé, ça paraît à nouveau bien résonner dans tout ça. Et, Mais oui. Oui, non, parce que ce que vous dites est très juste, docteur Epin, et je voulais avoir le sentiment de Gladys, notre représentante des pouvoirs publics, au moins d'une mairie audacieuse, parce que rien que le fait que ce poste-là existe, c'est déjà une bonne nouvelle. Qu'en pensez-vous, Gladys? Je ne vous vois pas, mais je crois que vous êtes là. Voilà. Je suis là. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, effectivement, sur notre commune, pour le coup. On parlait tout à l'heure des maires qui, du coup, devaient avoir aussi des actions au niveau de la cantine scolaire ou de la restauration scolaire. Sur la commune dans laquelle je travaille, les menus sont mis en ligne et donc il est aussi proposé une application qui permet du coup de rééquilibrer en fonction du menu du soir pour les parents, en fonction de ce qu'ils ont déjeuné le midi ou au goûter, et de savoir du coup d'avoir un équilibre réel alimentaire pour leur progéniture. Donc je trouve que c'est quand même aussi une bonne action qui a été mise en place. Il y a aussi parfois du coup des déjeuners à thème pour comprendre aussi ce que sont réellement les fruits, les légumes, le sucre, l'ensemble, qu'on en a besoin, effectivement, et de ne pas se dire que pour être en bonne santé, il faut que je mange que du vert. Non, pas du tout. Donc, je pense que ça aussi, c'est une bonne initiative qui a été mise en place. Et je pense que c'est un complément, tout simplement, entre les actions que je peux mener et tout ce qui est mis en place par l'éducation nationale ou en tout cas les mairies, tout simplement. Je pense que c'est une bonne chose. Il y a un autre point aussi sur lequel je voulais revenir concernant les médias. J'ai remarqué que depuis quelques temps, et j'en parle très souvent, alors moi plus souvent vers le lycée ou le collège, parce qu'ils sont du coup beaucoup plus souvent sur les réseaux sociaux, où je trouve que justement l'estime de soi, en tout cas l'image, le côté, le body positive qu'on peut voir, est de plus en plus, j'allais dire, mis en avant. Le fait d'accepter effectivement son corps, d'accepter ses différences. Et j'ai remarqué en tout cas que les jeunes
entre 12 et 16 ans, prennent un peu plus conscience, en tout cas, de leur image. J'allais dire positivement, ils n'ont pas que le côté papier glacé et, j'allais dire, l'idéal qui peut être mis en avant. Donc, voilà. Alors, je vais en profiter, je te redonne la parole. Je voulais juste quand même remercier Gladys parce que dans les invités, bon, alors moi, je compte pas, c'est quand même la seule femme. Hein. Donc, ben oui. Donc, en fait, voilà, mes respects, Madame Gladys. Non, mais c'est vrai que la conclusion de tout ça, on verra tout à l'heure, mais c'est vrai que tu commences très très jeune. Mais, même, on parlait de la Covid. J'ai passé presque un an tel un moine enfermé dans mon cloître chez moi, totalement effrayé par le fait de pouvoir choper la Covid. Je sors 2 fois depuis cette année et quelques mois. C'était pour aller tourner sur un fort célèbre qui s'appelle Fort Boyard, où j'officie depuis 3 ans. Bingo! La Covid, avec tout ce que j'ai pu vivre, le SOS médecin, celui qui m'a regardé de la tête aux pieds, qui m'a dit vous allez passer forcément du côté de la force et vous allez donc forcément dans 10 jours y passer, etc., avec les angoisses que j'ai vécues, que j'ai fait vivre évidemment avec Anne-Sophie, 24/24 quasiment au téléphone. Et même si ce n'était pas une très bonne nouvelle et c'était une épreuve, heureusement, j'avais reçu mon premier vaccin à Puteaux, merci la mairie de Puteaux. On ne fait pas de pub, mais on dit quand même ce qui se passe. Je n'ai pas osé le dire, moi, tout à l'heure. Hein. Je pas dit la vie. Je fais juste une petite parenthèse. Évidemment, le CNAO travaille beaucoup avec la mairie de Puteaux. 2 choses, effectivement, sur la vaccination. Les choses, Madame le maire a mis des choses en place dès le départ. Et pour tous les gens de toutes les villes, et pas uniquement la mairie de Puteaux, et les gens habitant à Puteaux. Et effectivement, quand Magloire m'a dit je peux aller me faire vacciner où, j'ai dit tiens, 01, et voilà, et il a été vacciné à Puteaux. Et concernant l'alimentation, Madame le maire a effectivement ne fait pas d'économie sur la nourriture, n'a jamais fait d'économie sur la nourriture, et également avec les petites faims et les grandes faims pour pouvoir justement déstigmatiser la taille de l'assiette de l'enfant, et que si au départ il a une petite faim sur un truc, s'il veut en reprendre 2 fois derrière, il en reprendra 2 fois derrière. Et mon fils est à l'école publique à Puteaux, et je peux vous assurer que les repas, il y va, hein, et il aime les crevettes desséchées. Hein. La conclusion de tout ça, c'est à vous, vous médecins que je m'adresse, c'est uniquement grâce au pragmatisme et à l'écoute de mon généraliste, qui est mon nouveau Dieu, que je parle à vous particulièrement, docteur Epin, vous voyez, donc une bonne vision de mon généraliste, à son écoute et à la prise de mon problème dans sa globalité, puisqu'évidemment, dit Covid, dit l'angoisse en ce qui me concerne, a été formidable et qu'il m'a physiquement, mais surtout, avant toute chose, l'un dans la porte sur l'autre, sauvé moralement. Voilà. Donc, les choses, bien sûr, elles avancent, et bien sûr que quand on a la chance d'avoir une Anne-Sophie proche de soi, on a aussi les bons praticiens, même si tu as l'hôpital, c'est pas grave. Mais effectivement, et ça commençait par ça, c'était surtout être rassuré. Voilà. Et on avait donc effectivement, Magloire avait été vacciné. Dieu merci, il avait été vacciné avant de partir. Et pour le coup, alors, petit message à la population générale, effectivement, pensez à vous. Soyez égoïste, pensez à vous. Faites dans votre âme et conscience. Mais voilà, pour ceux qui ont des doutes, je pense que les médecins, et alors Antoine, on en avait parlé pendant des heures, hein, sur les doutes que certains patients pouvaient avoir quant à la vaccination, ça sauve des vies en fait. Ça sauve des vies. Vérifiez juste votre taux de sérologie parce que potentiellement, il faudra effectivement faire des petites piqûres de rappel pour être sûr que vous ayez le taux d'anticorps. Mais voilà, voilà. Le Covid, effectivement, après les personnes d'âge mûr qu'on aime tant, en fait, il nous aime un peu beaucoup trop, le Covid. Donc, bon, voilà, après, ça va rentrer dans tout ce qui va être
organisation d'information, de prise en charge, de prévention au niveau de la population générale. Mais il va falloir malheureusement, je pense, apprendre à vivre avec ce virus-là, en sachant une chose, c'est que je pense que voilà, il y en aura d'autres d'ici plusieurs années et que justement la problématique de l'obésité fait partie des sujets parce que on génère, et je le rappelle, 18 pathologies associées. Avec le Covid, moi je trouve que ça fait 19. Pour compléter, parce que je vois quand même l'heure tourne, il nous reste 20 minutes. Je voudrais passer un par un sur vous, mes chers orateurs. Si vous aviez une recommandation très concrète et pratico-pratique que vous pouviez envisager pour lutter contre les discriminations sur notre sujet, ça serait quoi? Qui veut prendre la parole? Voilà, j'ai Gladys à l'écran. Allez, si tu te sens, Gladys. Moi, c'est mon cœur de métier, la prévention et la sensibilisation. Donc, du coup, je resterai que sur cette optique-là, en me disant, voilà, il faut prévenir, sensibiliser dès le plus jeune âge. Moi, je suis ravie qu'effectivement, la ville pour laquelle je travaille m'offre cette possibilité. Je suis ravie de pouvoir voilà, transmettre, j'allais dire, la bonne parole, mais surtout de voir qu'il y a, comment dire, c'est positif en fait. Moi, j'ai de l'espoir et je sens qu'effectivement, la future génération va en prendre conscience et en prend déjà conscience. Donc, pour moi, c'est la sensibilisation. Voilà. Merci Gladys. Qui veut suivre, messieurs? Vas-y, Marc. Par contre, ton micro est coupé. Voilà. Je vais revenir sur quelque chose qui me tient à cœur et qui est le fondement de ce qui nous lie, mais sur un angle un peu différent. C'est ce qu'on appelle le politisme. C'est l'arbitrage entre les citoyens pour prendre des bonnes décisions ensemble. Moi, je souhaiterais qu'on accroisse la diffusion et la communication auprès de ce qu'on appelle les politiques au sens noble du terme, c'est-à-dire à ceux qui sont chargés d'arbitrer les décisions à prendre et d'accentuer les différentes politiques qui permettent d'augmenter la compréhension et l'apprentissage des bonnes choses à faire. Et je pense que vous avez un rôle essentiel, nous les soignants aussi, mais je crois que chacun doit se réapproprier ce qu'on appelait dans la cité grecque le politis, c'est-à-dire le fait de participer au débat et de s'y engager. Chacun à son petit niveau. Et je pense que ça, c'est probablement un outil formidable grâce aux moyens de communication modernes qu'on a, c'est de rappeler aux élus, au sens noble du terme, on les a élus, c'est justement de se préoccuper de ça et d'accroître l'information et la communication, vraiment en termes primaires. Et je pense que là, on a tous un rôle, chacun à notre petit niveau, puisqu'il y a des élections bientôt, de reprendre ce débat avec eux, parce que c'est un débat, alors on pourrait, en termes rhétoriques, et c'est un clin d'œil, dire se disputer, puisque dans le débat rhétorique, il y avait la dispute qui était l'exposition des arguments pour arriver à ce qu'on appelle à une synthèse satisfaisante. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit pour moi maintenant. Merci en tout cas pour votre débat. Antoine? Trop d'idées. J'essaie d'en sélectionner une pertinente. Je pense que déjà, sur le terme de la discrimination, la première chose qu'on devrait faire, c'est assurer aux patients un suivi nutritionnel quand ils bénéficient d'une chirurgie et être suffisamment formés et suffisamment à pouvoir le faire par la suite, parce que le défaut d'accompagnement, on retrouve plein de patients qui n'ont plus du tout de suivi bariatrique en médecine générale, que ce soit leur fait par leur décision parce qu'ils n'ont plus confiance en le nutritionniste ou ils préfèrent le médecin généraliste, qui n'ont plus les supplémentations, qui n'ont plus ce genre de choses. Je pense que la première chose, ce serait vraiment sensibiliser sur les conséquences long terme de la chirurgie bariatrique et le suivi nécessaire derrière. Ça permettrait au moins que ce qu'on a participé à faire soit au moins bien fait. Ça, ce serait peut-être la première mesure. Après, l'autre mesure que j'aurais envie de dire, c'est évidemment l'apprentissage du langage aussi aux enfants. On apprend la grammaire au niveau de et l'orthographe. Je pense que l'impact des mots
sur la mentalité des uns et des autres, ça pourrait être aussi appris. Voilà. J'aime beaucoup ton idée de l'apprentissage du langage. C'est apprendre, mais en fait, ce que tu dis, moi, ça résonne à plein de niveaux dans ma tête. Je pense qu'aujourd'hui, alors que le paradoxe, c'est qu'on est dans une ère de communication tout azimut, on a Twitter, on a Facebook, on a plein de réseaux de communication, mais au final, j'ai la sensation qu'on n'arrive pas à dire concrètement et sincèrement les choses aux autres en employant les bons mots. Et alors le poids des mots à plein de niveaux, des mots mal employés ou employés de façon très assassine peuvent faire énormément de mal. Et effectivement, et ça peut entraîner des sujets alors, si je me remets dans le système de santé, ça peut faire que des gens se retirent du système de santé parce que effectivement, on a reposé de la souffrance sur de la souffrance. Et nous, on a des patients qui sont devenus des patients nomades parce que ils ne peuvent plus psychologiquement se dire, je vais chez un soignant, mais qui finalement me fait plus de mal que de bien. Donc oui, le langage, plus que d'accord avec toi, à 4 milliards de pourcents. Professeur Bouillot. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution miracle, hein, donc je ne veux pas doucher les utopies de chacun. De par mon rôle universitaire, je pense qu'il y a la formation dans l'école primaire, secondaire, et puis la formation des soignants. La formation des soignants, ça passe par les écoles d'infirmiers, les écoles d'aides-soignantes. Au niveau médical, il faut à tout prix que les médecins apprennent l'écoute des obèses pour savoir ce que c'est que l'obésité. L'obésité, ce n'est pas un manque de volonté des patients, ce n'est pas du tout ça. Il faut qu'ils comprennent que c'est une maladie, il faut qu'ils aient quand on ne guérit pas chronique, il faut qu'il y ait de la bienveillance et qu'on enseigne la bienveillance des médecins, des praticiens auprès des patients, quels qu'ils soient, que ce soit des patients obèses, des patients alcooliques, des patients mille maladies, des patients d'insuffisance cardiaque, des patients qui ne font pas de sport. Il peut y avoir 1000 choses, il faut apprendre la bienveillance. Et donc, parce que ce qui manque aux patients en surpoids, en obésité ou en souffrance de ce moment-là, c'est de trouver le bon interlocuteur. Oui. On fait pour trouver le bon interlocuteur. Et c'est très difficile si vous allez. Et donc, ils voient. De temps en temps, le médecin généraliste, on a dit ce qu'il en pensait, les médecins généralistes ne sont pas très formés à ça. En général, ils vont voir une diététicienne, souvent, ou un diététicien, qui s'appelle un nutritionniste, ne savent plus s'il est médecin, pas médecin, etc. Et ça finit avec ça va finir avec des régimes, grosso modo, voilà. Et dans les écoles de diététiciennes, on leur apprend les régimes. Or, ce n'est pas le régime, c'est ça qui fait grossir, les régimes sévères en tout cas. Et donc, il faut notre vision de l'obésité a besoin de changer et elle va commencer par la population et les praticiens. Donc et là, on a besoin de gens qui connaissent bien l'obésité pour faire passer des messages. Et moi, c'est au niveau de la fac qu'il faut qu'on fasse ça. Voilà. Pour qu'il y ait des médecins qui sachent dire, OK, l'obésité, je vous écoute, je vous comprends un petit peu. On va essayer de faire un bout de chemin ensemble. On ne va pas vous challenger. J'aime bien le terme que notre collègue psychiatre, il ne faut pas challenger les patients. On va essayer de stabiliser les choses et on va faire un bon bout de chemin ensemble. Et donc c'est dans la durée que ça s'inscrit. Mais bon, je n'ai pas une mesure spécifique à dire, allez hop, tout va bien, hop, ça y est, ça je ne sais pas faire. C'est lourd ça, mais moi, lourde, je ne connais pas. Professeur, juste pour compléter vos propos, vous dites changer l'image de l'obésité auprès des soignants. Moi, je rajouterais, pour compléter, mais je pense que vous l'avez aussi en tête, également celle du grand public, de la population générale, qui effectivement, est ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, a beaucoup de méconnaissances sur ce qu'est l'obésité et ce que sont les patients obèses, en fait. Et effectivement, la bienveillance, la connaissance et la bienveillance, c'est quelque chose qui est crucial et qui est primordial. Magloire. Alors, moi, je suis déjà assez ravi de vous entendre tous parce que on le sait que depuis que le monde est monde et que l'humanité existe,
elle est indigente et souffre beaucoup de l'essentiel, c'est-à-dire savoir se rassembler et vivre ensemble. Il y a un mot que j'aimais bien, c'est le mot rassemblance qui n'existe pas encore, mais que j'aime pouvoir diffuser parce qu'on se ressemble tous, obèses ou pas, et parce que l'on est tous de même nature. Et moi, je trouve que des professeurs comme vous, professeurs, des médecins, psychiatres, généralistes, ou des gens qui s'occupent de la jeunesse, et qui, sans que ce soit un problème qui leur appartient, puisque on peut dire que Anne-Sophie et moi, c'est un parcours et un souci que nous avons depuis toujours pour l'un et l'autre. Je trouve que votre action est bien, et c'est déjà, et c'est toujours une bonne nouvelle et une avancée. Quelles que soient les actions que l'on puisse faire, chacun de son côté, en tant que généraliste, je vois que le docteur Epin connaît le problème par cœur, et quelles que soient les actions que vous menez et que vous mènerez, c'est déjà un avancement. Donc, effectivement, nous sommes tous dans la transmission, il faut le faire savoir. On compte beaucoup, évidemment, sur les pouvoirs publics, et c'est pour ça que j'insiste, puisque moi, j'ai la chance d'avoir un porte-voix pourvu que ça dure. Mais ce que vous faites, c'est déjà pour moi un constat c'est une bonne chose, comme aurait dit ma grand-mère. Alors, je vois qu'il y a Rudy, par exemple, qui nous dit, est-ce que les lois protègent assez de la discrimination c'est une question, c'est vrai. Est-ce que les jeunes... Alors là, il y a Katharina qui parle de la formation des généralistes, on en a parlé tout à l'heure avec le docteur Epin. Bien sûr que les questions restent posées, mais tant que nous les poserons, c'est toujours déjà une bonne nouvelle. Je vous remercie tous. Oh là, il y a Pauline qui vient de nous envoyer un long pavé. Un pavé. Un long texte. Alors, guerre et paix. Alors, je vais lire le pavé avec. Alors, ça commence par bravo et merci à tous pour cette intervention très enrichissante. Je sens que ça y est, j'ai les poils qui se dressent sur le bras. Il est effectivement primordial que les pouvoirs publics se mettent en place, mais je pense qu'effectivement, on va continuer à y aller pour la faire courte et simple, que le CNAO, entre guillemets, et tous les bénévoles qui sont avec nous. Alors là, vous ne voyez pas, j'ai Inès qui est juste en face de la table. Il y a Carole, que Jean-Luc Bouillot connaît parfaitement bien. Il y a toute l'équipe du CNAO qui est présente, et il y a tous les soignants, il y a tous les gens qui nous suivent et qui nous accompagnent. C'est un travail d'équipe. On n'avancera pas si on n'est pas en travail d'équipe. Et ce travail d'équipe, il est primordial parce que chacun va avancer avec ses compétences et chacun va avancer avec sa détermination. Et qu'on réussira à avancer dans l'intérêt de la population générale que si on travaille tous en équipe. Donc, le petit mot de la fin, est-ce que quelqu'un a un petit mot de la fin merci à Carole, à tous. Je t'embrasse fort, ma Carole. Mais nous aussi, on l'embrasse. Je suis d'accord. Et vivant. Il y a Anne-Sophie aussi, on vous embrasse. Ah, merci. Bon, ça va, j'ai ma gloire à côté de moi, mais. Je reste confortable. Mais nous sommes des boules d'amour, pour ceux qui hésitaient à le savoir, mais nous sommes des boules d'amour. Des petits mots de la fin ou je conclus? Merci. Moi, je dis juste merci d'avoir organisé cet événement. C'est une bonne chose, vraiment. Bravo et merci. Merci beaucoup à vous tous. C'était vraiment chouette. Bravo. Ah bah, on fait comme on est. Hein. On est nature. Il faut que ça soit nature, interactif. Oui, professeur Bouillot? Non, rien à rajouter. Je pense que vous ferez ça très bien. Le soleil est bien à l'écran, professeur. Antoine? Moi, le petit mot de la fin, c'est que la discrimination, finalement, il va falloir que tout le monde l'ait en tête, mais que ce soit l'inclusion qui compte plus que la lutte pour. Parce que sinon, on va encore se catégoriser dans quelque chose, et la catégorie, c'est la base du processus. Donc, c'est vraiment aller vers quelque chose d'inclusif, à mon avis, de tout le monde, de toutes les différences de corpulence, de toutes les formes d'acceptation qui sont nécessaires, et justement d'accepter ce qui peut exister, en fait. Oui. Donc, merci pour ça, merci pour le sujet.
Et ben, on va en faire d'autres hein, parce qu'on est un petit peu tenace, donc on ne va pas s'arrêter là. On aura besoin de vous, tous, qu'importe le niveau. Et puis, je vais redire quelque chose que, voilà. Et ben, moi, je vous aime et merci pour tout ce que vous faites. Je vous souhaite, il est très exactement 55. En plus, on va être dans les temps. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous. Pensez à vous. Soyez un poil égoïste. Pensez à votre santé. Allez vous faire vacciner si nécessité avait besoin d'être remis sur la table. Et en tout cas, si vous avez des doutes, allez voir votre médecin. Il se fera un plaisir de vous communiquer les bonnes informations. Sinon, on est là. Et puis, je vous aime et merci à tous. Excellente soirée et bonnes vacances pour Bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. L'obésité, ça peut vouloir dire beaucoup. Ça peut être grave. Car l'obésité est une maladie. Mais vous pouvez agir en allant consulter votre médecin ou une équipe médicale, et puis en prenant soin de vous, avec plein de petites choses de tous les jours. L'obésité est une maladie qui se soigne. Pensez à vous. Prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. C'était trop